Donc Jean Pinard, merci Jean d'être là, directeur du CRT Occitanie, et puis Loïc Chauvelon, directeur du CRT de la région Sud. Ils nous feront part de leurs actions, de leurs certitudes, et puis j'espère aussi de leurs difficultés parfois. À leur côté, deux grands témoins. Julie Rigg est sociologue. Elle est experte sur les questions de changement de comportement et de transition socio-écologique. Virginie Resson-Victor est géopolitologue et prospectiviste. Elle est présidente du GIEC Pays de la Loire et est cofondatrice du Grand Défi des entreprises pour la planète. Donc on a beaucoup de chance. Toutes deux ont à la fois un pied dans l'avenir et un pied dans le présent, un pied dans la recherche et aussi un pied dans l'action. Toutes deux vont nous permettre de faire un pas de côté et vont peut-être aussi nous bousculer pour ouvrir de nouvelles perspectives. Et puis vous êtes là avec vos expériences, on va vous donner aussi régulièrement la parole. Alors peut-être pour commencer le dialogue, quels sont ceux d'entre vous qui ont le sentiment d'être parfois face à des injonctions paradoxales dans le cadre de son métier de promotion touristique et face au dérèglement climatique? Ouais, à peu près la moitié de la salle. Merci. Donc, on a organisé cette table ronde en 3 séquences. Une première séquence, on va planter le décor, rappeler un peu qu'est-ce que c'est que le dérèglement climatique aujourd'hui, sans y passer trop de temps, mais qu'on partage un certain nombre de constats. On va se confronter à la mise en œuvre et puis là, on va poser quelques injonctions paradoxales par rapport auxquelles nos speakers vont vous essayer d'expliquer comment ils ont construit des réponses, des solutions. Et puis, on ouvrira une dernière séquence autour de qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir et comment on accélère et éventuellement comment on passe à la vitesse supérieure. Alors, pour démarrer cette table ronde, on va donc planter le décor en rappelant une citation que je trouve évidemment très inquiétante, mais qui est celle d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. Donc, il faut y accorder une certaine attention. Nous sommes sur l'autoroute vers l'enfer climatique et nous avons toujours le pied sur l'accélérateur. Alors, ce n'est pas toujours facile à entendre et ce n'est pas simple, mais le dernier rapport du GIEC qui est sorti en mars 2023 dit à peu près la même chose, avec des formes un tout petit peu positives. C'est que, évidemment, on constate une accélération de l'accroissement des températures, puisqu'on va atteindre le 1 degré plus 1,5 degré sur l'ensemble de la planète dès 2030, ce qui est beaucoup. On a des effets sur le climat, sur les ressources, notamment les ressources en eau, la biodiversité et par conséquent sur la santé, le bien-être des humains et même la menace de la survie de l'espèce humaine. Vous le savez, je pense que vous le touchez du doigt depuis quelques années, puisque sur notre territoire, ici en région Sud, on voit bien les effets de la sécheresse, etc., etc. Et très récemment, les restrictions d'eau qui nous rappellent un peu à l'ordre. Alors la cause, elle est entendue, vous le savez aussi, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont les principales causes de tout ça. Ce qu'on sait sans doute moins, c'est que face à ces dérèglements climatiques, eh bien, il y a des inégalités et que 35 à 45% des émissions sont liées à 10% des personnes à haut revenu. Ce n'est pas neutre quand on réfléchit à certains modèles économiques du tourisme. Aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas assez adapté nos systèmes et nos modèles. Et donc, la trajectoire sur laquelle on est, c'est 3,2 degrés à la fin du siècle. Alors, c'est très très loin, ou ça paraît très loin. Mais on voit bien que ça nous concerne dès aujourd'hui, puisque le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a demandé que l'on prépare un plan pour la France avec une augmentation des températures de 4 degrés à la fin du siècle. Les solutions, elles sont bien identifiées, je pense que vous les connaissez aussi. Elles nécessitent de modifier fondamentalement nos habitudes en matière d'énergie, de transport, d'alimentation, etc. Alors ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est quoi? C'est d'abord, il n'y aura jamais de retour en arrière. Si on s'est fait des illusions après le Covid, etc., il n'y aura pas, c'est pas possible de faire demi-tour. Et la deuxième, je dirais le deuxième grand message, c'est qu'il faut agir collectivement. Et quand on dit collectivement, c'est tous ensemble, chacun à notre échelle, mais à l'échelle de la planète.
rapidement et radicalement. Donc, pour rappel, évidemment, les engagements des nations en 2015 pour atteindre une neutralité carbone en 2050, ça veut dire que derrière, il y a eu la mise en place de plein de réglementations, de plein de schémas d'orientation, etc. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque Français, il consomme à peu près, enfin, il dégage à peu près 9,5 tonnes équivalent CO2 chaque année pour vivre, se déplacer, partir en vacances, habiter, manger. Eh bien, en 2050, il faudra qu'il réduise, enfin, qu'on ait réduit ce volume à 2 tonnes chacun, avec donc un objectif de moins 80%, ce qui est considérable. Alors peut-être, avant de passer à la suite, un petit jeu. Quand on parle de gaz à effet de serre et qu'on essaye de mettre derrière des chiffres, qu'est-ce que c'est les ordres de grandeur? Alors je vais vous faire jouer tous ensemble en vous demandant un New York-Nice en avion. Et je veux une réponse en kilos équivalent CO2. Donc c'est un voyage New York-Nice par personne. Vous diriez 500, 1000 ou 1500? Qui dit 500? 1000? 1500? C'est 1000. Ça veut dire qu'un aller-retour, c'est 2 tonnes. Ça veut dire que c'est à peu près ce à quoi on aura droit en 2050. Juste par un vol. Paris-Nice, 100, 250, 500. Alors 150, pardon, 150. Qui dit 150? 250? 500. 150, ça veut dire qu'on peut, avec un vol Paris-Nice, c'est l'équivalent de 6 allers-retours. Avec un vol New York-Nice, c'est l'équivalent de 6 Paris-Nice. Paris-Nice en TGV, 5, 50, 100. 5, 50, 100. Voilà, c'est à peu près 5. Ça veut dire qu'on est très très loin, donc il y a un très très gros écart entre l'avion et le train. Dernier petit jeu, Paris-Nice en e-car, donc en voiture électrique. 50, 100, 500. Alors 50, 100, 500. Et la réponse est 100. Et c'est relativement beaucoup parce qu'en fait, on compte le cycle de vie de la voiture. En revanche, si on est deux dans la voiture, on divise par 2. Donc c'est intéressant ces petits ordres d'idées parce que quand on s'intéresse au secteur du tourisme, eh bien, il y a aussi des chiffres derrière. Donc, le tourisme, on le rappelle, c'est 7,4% du PIB, donc c'est d'abord de l'économie, c'est des entreprises, des emplois, des taxes, des équipements, des services, des équipements et des services qui d'ailleurs dans certains lieux n'existeraient pas s'il n'y avait pas le tourisme, donc il faut quand même le rappeler. C'est aussi des services à la population locale et c'est surtout, et ça pèse beaucoup, 7,4% ça pèse beaucoup, dans le sud c'est plus que ça, c'est plus de 10% dans le Grand Sud. Mais ça dégage 11% des gaz à effet de serre de la France. C'est beaucoup aussi, parce que c'est 1,5 fois ce que ça pèse en économie. Et donc, le tourisme, il a aussi des externalités négatives, les gaz à effet de serre, l'utilisation des ressources en eau, en énergie, les déchets, les impacts, vous le savez, et puis sur la dimension sociale, puisque aujourd'hui, on aborde le tourisme avec 3 dimensions, économique, écologique et social. Et sur le social, on n'en parle pas forcément beaucoup, mais ça a aussi des externalités négatives, notamment le prix des services, de l'immobilier, du foncier, le bruit, les difficultés de circulation. Et ce qu'on est en train de voir, c'est qu'en fait, tout ça, ça génère des tensions croissantes.
des tensions croissantes. Je pense qu'il ne vous aura pas échappé les attentats ou les atteintes contre les yachts, contre les avions d'affaires. Récemment, toutes les manifestations pour le logement dans de nombreux territoires touristiques. Donc on voit qu'est en train d'apparaître aussi beaucoup de tensions, et notamment à la faveur de la raréfaction des ressources, et notamment l'eau. Alors, le dernier point sur cette petite introduction, c'est les gaz à effet de serre du tourisme. Vous connaissez, je pense, ce schéma. Il y a quelques chiffres qu'il faut retenir. C'est le travail qu'a fait l'ADEME en 2018 pour évaluer ces 11% de gaz à effet de serre. Et ce qui est extrêmement surprenant, c'est que près de 80% des gaz à effet de serre du tourisme viennent du transport. Donc, s'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de tourisme. Mais en même temps, le transport est le point le plus problématique de ce secteur, et en même temps, les acteurs touristiques, ils ne maîtrisent pas, ils n'ont pas la compétence transport. Donc on va regarder comment on peut gérer tout ça, sachant que là-dedans, l'avion pèse 41%, et c'est bien de l'acheminement à destination dont on parle. Alors on a aussi, il faut se rendre compte que le tourisme est rentré dans le grand bain, a sauté dans le grand bain tout l'écosystème de manière brutale après le Covid, en s'engouffrant évidemment dans le tourisme durable, en engageant aussi son écosystème à différents niveaux. Les régions qui ont déployé, décliné les engagements de la France ont rentré dans leurs obligations et dans leurs schémas les questions de durabilité et de responsabilité. Et on voit là 2 régions qui se sont engagées aussi dans leur dernier schéma de développement du tourisme. L'Occitanie a un tourisme de vie et de partage. Et puis pour la région Côte d'Azur, faire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la plus belle région d'Europe et un modèle européen de développement touristique durable et résilient. Donc on va parler de tout ça maintenant. Je vais peut-être poser cette question à mes destinations en leur disant, mais dans le fond, tout ce qu'on vient de raconter, est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que aussi vous êtes soumis à ces injonctions paradoxales? Et comment aujourd'hui on peut défendre d'ailleurs le secteur touristique face à ces nouvelles contraintes qui sont devant nous? Merci pour démarrer ce beau sujet avec un titre un peu ronflant, mais malgré tout extrêmement réel. Intéressant de voir dans la salle qu'effectivement une bonne majorité subissent ce genre de problématiques qu'on subit nous, gens comme nos collègues des OCRT, des destinations au quotidien. Juste pour démarrer, avant d'attaquer sur une petite photographie là où on en est aujourd'hui, avant de passer un peu sur l'avenir, est-ce qu'on va pouvoir apporter par rapport à la problématique environnementale, déjà apaiser un peu la tension de stress qui tourne autour de tout ça. Et une tension de stress qui est aussi assez alimentée médiatiquement par un effet binaire médiatique, qui est de dire où c'est tout blanc ou c'est tout noir, et où on a beaucoup parlé de carbone, on n'a pas encore forcément parlé de pic de fréquentation, pourtant ce sont des choses qui arrivent de plus en plus dans la presse aujourd'hui, et qui mettent en avant et qui pointent du doigt le tourisme quasiment systématiquement sur ces sujets-là. Vous avez en illustration là, deux photos d'un endroit saturé, dit saturé, et puis quelques heures avant ou quelques heures après qui est presque vide. Et la photo de droite, et le matin même, ça date de l'été dernier, il y avait plusieurs médias régionaux et nationaux qui avaient pointé des photos et des illustrations de plages bondées, et ce jour-là, c'était le 25 juillet, je suis allé moi-même, c'était pas loin d'ici, dans le golfe de Saint-Tropez, prendre cette photo avec ce sable blanc immaculé. Si je dis ça, bien sûr, si je mets ça en avant, c'est pas du tout pour nier les problématiques que nous avons, mais c'est juste de les mesurer. On ne peut pas dire que tout dégrade, on ne peut pas dire que la surfréquentation, elle est partout et tout le temps. La difficulté de notre métier, la difficulté de notre enjeu aujourd'hui, c'est bien d'arriver à composer
avec sévérité, avec ses faits, et d'en trouver les solutions sans forcément tout casser. Parce que si on casse tout d'un coup et si on arrête tout d'un coup, bien évidemment, c'est des emplois à la clé et une économie derrière. Mais bon, tout ça va faire partie des débats. Juste de manière très factuelle dans notre région, parce qu'on avait aussi beaucoup parlé pendant la crise de la Covid d'un monde après, d'un monde d'avant. Eh bien, ce monde d'après-Covid n'aura pas eu lieu. On revient sur le monde d'avant. Alors, plutôt bien pour l'économie, plutôt moins bien pour l'environnement, évidemment. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été la première région de France l'année dernière à revenir au niveau 2019, même à le redépasser en termes de fréquentation. Et quand on parle aussi de recettes, on est avec de très fortes augmentations de recettes sur l'économie touristique, près de plus de 30% de RevPAR au niveau de l'hôtellerie régionale par rapport à 2019, ce qui est considérable. Et on ne pensait pas du tout arriver à ces résultats-là il y a encore 1 an et demi ou 2 ans, où on se battait pour réapporter de l'attractivité à nos destinations et réamorcer un tourisme que l'on pensait éteint pour longtemps. Donc là, je vous présente très très rapidement la stratégie qui nous animait en 2017, c'est-à-dire avant la crise Covid et avant la prise de conscience aussi environnementale, hein, qui est quand même arrivée assez récemment, même si les chiffres étaient connus depuis longtemps. On avait une stratégie en 2017 qui était portée vraiment tout autour du cycle du voyageur, depuis le rêve d'un touriste, de dire je vais partir quelque part, de lui faire penser à notre destination quand il pense à partir, mettre dans son panier de voyage, dans sa liste de souhaits, notre destination, ensuite l'encourager à nous choisir, à nous acheter et ensuite à nous visiter. Et donc notre stratégie en 2017, elle était assez simple, c'était rendre visibles nos destinations à l'international, promouvoir une offre compétitive et ensuite créer du lien avec nos clients quand ils étaient ici. Eh bien, cette stratégie, elle va évoluer. Elle a déjà évolué. On y reviendra tout au long, je pense, de cette séquence où je pourrai vous montrer les points factuels et clairs qui ont changé dans nos stratégies pour prendre en compte la dimension environnementale sans casser notre économie. Parce que c'est bien ça. Il faut aussi une vision. Cette vision, elle est apportée aussi par des élus. Je vais parler quand même justement de la vision de notre président de région, Renaud Muselier, dès 2019, qui nous a bassiné avec sa phrase « Nous devons avoir une COP d'avance ». Alors on ne savait pas trop ce que c'était à cette époque-là, hein, pas beaucoup en tout cas d'entre nous. Et donc il a déjà mis le mot COP d'avance, enfin la COP, pour ceux qui ne la connaissaient pas, il y a 5 ans en avant. Et donc d'en avoir une en avance, alors ça veut dire quoi ? On va y venir tout à l'heure. Et puis aussi notre président du CRT qui est un petit peu dans ce paradoxe, dans ce qu'il dit. Mais c'est là notre enjeu, c'est là où il faut qu'on trouve des solutions. C'est nous ne devons pas opposer écologie et économie. Nous devons préserver notre écrin tout en développant une économie touristique plus durable. Ouais, et c'est ça notre feuille de route qui a été annoncée par nos élus, qui a été votée à l'Assemblée régionale et sur laquelle nous avons dans l'équipe, avec nos partenaires, les offices de tourisme, les destinations, les pros, travailler maintenant pour arriver à une stratégie. Voilà ce que je voulais vous dire en tout cas pour ce démarrage. Et puis après, bien sûr, la logique du nouvel équilibre à construire ensemble, c'est bien sûr une concertation avec vous tous, acteurs du tourisme, professionnels, institutionnels. C'est une prise de conscience du personnel. Et Dieu sait que le personnel est extrêmement impliqué aujourd'hui et ça s'accélère avec des personnes qui peuvent changer de métier parce qu'ils ne se retrouvent pas par rapport au climat. Je citais juste l'exemple d'un ami qui était développant du réseau d'un aéroport régional. Alors, ce n'était pas celui de Nice, c'était celui de Marseille, et qui a quitté ses fonctions il y a 1 mois parce qu'il ne se retrouvait plus dans sa mission auprès de lui-même à aller développer les vols aériens et qui cherche d'ailleurs aujourd'hui un poste de gardien de refuge, c'est vrai. Donc, je sais qu'il y a quelques alpins dans la salle. La perche est lancée. Et puis derrière, bien sûr, tout ça vers une nouvelle stratégie sur laquelle on reviendra juste après. Peut-être Jean, puisqu'on parlait des destinations. Merci Jean. Alors peut-être pour rester dans le paradoxe, pour moi il y en a plusieurs, enfin pour moi il y en a au moins 4. Le premier, mais tu l'as rappelé Marie-Laure tout à l'heure, c'est celui qui a été finalement, j'ai envie de dire dénoncé, en tout cas démontré par l'ADEME, parce que si l'ADEME ne l'avait pas fait, je pense qu'on serait encore à parler de chiffres qu'on maîtrise assez peu. Le premier, donc, c'est celui qui relie le transport au tourisme et qui nous fait dire que ce qui est burk dans le tourisme, c'est le transport. Et ce qui est une réalité. Mais quand on dit ça, c'est quand même pas le moindre des paradoxes que de dire que finalement, c'est le voyage qui pose problème au tourisme parce que le voyage produit des gaz
émissions de serre. Et en particulier, le voyage aérien. Et peut-être ce qu'on a perdu, c'est de considérer que le voyage faisait partie intégrante du temps de séjour, du temps de voyage, enfin du temps touristique, et qu'en cherchant à le réduire au maximum, en prenant l'exemple du Paris-Nice qu'on fait, c'est quoi, 1 heure d'avion, j'imagine, qu'on fait en 6 heures de TGV et qu'on fait en 12 heures de bagnole, bah oui, effectivement, si on veut être le plus vite possible à la plage, ben on va consommer plus de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le premier paradoxe qui voudrait que ce qui ne va pas dans le tourisme, ce qui en était à l'origine, donc le voyage. Le deuxième, c'est de considérer que dans le pays qui se veut ou se targue, je ne sais pas comment il faut dire, d'être la première destination mondiale touristique, 40% des habitants ne partent pas en vacances. Ça, c'est pour moi un vrai paradoxe, parce que ça veut dire qu'on irait chercher des modèles de croissance en faisant fi de 40% des Français qui pourraient construire une économie, mais qu'on refuse de considérer comme des consommateurs potentiels. Je prends souvent l'exemple des fabricants de smartphones. Ils ne se sont jamais posé la question de savoir s'il fallait vendre des smartphones en Afrique. Ils ont compris qu'il y avait un marché, qu'il fallait organiser et en tout cas construire des produits avec des prix qui soient moins démesurés que ce qu'on vend ici. Et il y a des smartphones dans tous les pays du monde, et heureusement, et en particulier dans les pays pas forcément les plus riches. Le troisième paradoxe, c'est, alors moi je le dis en tant qu'ancien consultant, c'est d'avoir fait des dizaines et des dizaines de schémas de développement touristique, mais de ne jamais avoir réussi avec des élus à définir dans le cadre d'un schéma ce qui allait faire la croissance. C'est-à-dire qu'on sait faire des schémas de développement, mais on est incapable d'écrire le type de croissance que nous voulons pour notre économie. Alors soit à un niveau national, avec des effets de solidarité entre les territoires, mais en tout cas à un niveau local qui voudrait que on puisse considérer, et je pense que c'est important par rapport, pas à l'opposition, mais à la comparaison PACA-Occitanie, on n'a pas le même nombre d'habitants, on n'a pas le même modèle, on n'a pas la même taille, on n'a pas la même offre, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même histoire, donc par définition, on peut avoir des stratégies différentes qui s'appuient pour particulier, si on définit sur de la croissance, qui pourrait être portée par plus d'activités de loisirs, peut-être, et moins d'activités touristiques à certains moments. Et puis le quatrième paradoxe, c'est celui qui voudrait, et je pense que c'est intéressant dans le débat qu'on a aujourd'hui, qui voudrait que le développement touristique en France se fasse dans un système de reproduction. Et je disais à Loïc tout à l'heure, le modèle de la Côte d'Azur, puisqu'on est sur la Côte d'Azur, il a été inventé par la Côte d'Azur, il n'existe que dans la Côte d'Azur, et l'erreur stratégique que beaucoup voudraient faire, et en particulier beaucoup d'élus voudraient faire, c'est de vouloir reproduire ce modèle dans d'autres territoires. Mais ça ne marche pas. Et plutôt que de le reproduire ou plutôt que de le montrer du doigt, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui marche dans ce territoire, et tant mieux. Moi j'ai ma fille aînée qui bosse dans le palace de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Elle me disait tout à l'heure, l'autre jour, elle me dit je fais des tables à 5 000 €. Moi je préfère que les tables à 5 000 € soient faites ici en France et dans la Côte d'Azur. Et vous savez, à Castelnaudary, là où on fait le meilleur cassoulet du monde, une table à 5 000 €, il va falloir prendre beaucoup de pousse-café, de desserts et je ne sais pas quoi. En plus, quand on mange un cassoulet, en général, on ne prend pas de dessert parce qu'on a assez mangé. Donc on ne le fera jamais. On ne dépassera jamais une table à 100 € à Castelnaudary. Donc les modèles ne sont pas les mêmes, les développements ne sont pas les mêmes, les stratégies ne sont pas les mêmes. Donc les réflexions de croissance ne sont pas forcément les mêmes. Moi, je crois, pour rester dans les propos introductifs, que les modèles de croissance ne sont pas les mêmes selon les destinations. En Occitanie, vous savez qu'on a le train à 1 € tous les premiers week-ends de chaque mois. Ce week-end du 8 mai, qui était un week-end long de 3 jours, il y a eu 85 000 billets à 1 €. Voilà. Nous, on sait qu'à l'année, les billets de train à 1 €, ils génèrent un peu plus de 30 millions de consommation d'activités de loisirs qui ne seraient pas consommées s'il n'y avait pas cette opportunité financière de faire bouger des gens en train. Ce n'est pas le même modèle. Alors, je ne sais pas s'il faut faire... je ne sais pas comment on divise les 30 millions de consommation de loisirs en table à 5 000 € pour reprendre la table de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mais voilà, les modèles ne sont pas les mêmes, donc les croissances ne sont pas les mêmes. Et finalement, c'est ces paradoxes-là qu'il faut à la fois qu'on accepte et qu'on fasse évoluer. En tout cas, pour celui de la croissance, moi je pense que c'est un vrai débat. Je ne crois pas, moi, au modèle de décroissance tout fait. Et par contre, oui, je crois qu'on peut construire une croissance plus raisonnée, plus durable, en s'appuyant sur des consommations plus locales, et de toute façon en acceptant que de toute façon, il faudra voyager moins souvent, et surtout plus propre. Donc à partir de là, voilà, les données par rapport à cette problématique-là, elles sont assez faciles à trouver. Et puis pour ne pas être trop long, je voudrais juste terminer sur le fait que, et Loïc l'a dit, sur le côté un peu binaire des choses. Je crois qu'il faut être assez prudent. Moi je réagis assez souvent sur les réseaux sociaux sur
la notion de surfréquentation, de surtourisme et de tourisme de masse, on ne parle pas de la même chose. Une fois que les journalistes ont cité le cas des Calanques sur la surfréquentation, éventuellement de Saint-Malo, voilà, il n'y a pas beaucoup de sites qui sont réellement en surfréquentation. La notion de tourisme de masse, moi, elle m'agace beaucoup parce que vous prenez la Grande Motte, qui est souvent la station qu'on montre du doigt pour illustrer le tourisme de masse, sauf qu'à la Grande Motte, tout a été fait pour accueillir 100 000 touristes. Et on dépasse rarement 100 000 touristes. Alors, le 15 août, on doit avoir 100 000 touristes, effectivement, mais tout a été fait. De la station d'épuration au ramassage des ordures ménagères, à la gestion des flux pour les pistes cyclables, tout a été fait pour que ça se passe bien. Et cette notion de tourisme de masse, voilà, moi, je dis, c'est comme quelqu'un qui habite un joli pavillon et qui montre du doigt les gens qui habitent en HLM. Voilà. Il y a des gens qui viennent au même endroit, au même moment, dans des endroits et des équipements qui ont été faits pour ça. Mais moi, je pense qu'il faut s'en réjouir. Je n'ai jamais entendu parler un journaliste de surfréquentation du Stade de France quand il est plein comme un œuf pour un match de rugby. Il a été calibré pour 80 000 personnes. Quand il y a 80 000 personnes, on ne dit pas qu'il y a une surfréquentation du Stade de France. Donc il faudrait qu'on arrive à faire valoir ces éléments de langage parce que c'est un peu pervers et effectivement, finalement, le zoom, on viendrait le faire que sur des choses qui ne marchent pas. Mais je veux dire, 95, j'ai entendu toujours un chiffre où 95% des touristes se concentrent sur 5% des territoires. Moi, je ne sais pas d'où ça sort. En Occitanie, la fréquentation en juillet-août du littoral, c'est 11% du total de la fréquentation annuelle. On ne peut pas parler d'une surfréquentation sur le littoral et d'une fréquentation qui serait ultra saisonnière sur le littoral. C'est faux, c'est totalement faux. La campagne en Occitanie, alors parce que c'est une grande région, fait beaucoup plus. Voilà. Donc il y a beaucoup de paradoxes, y compris dans les éléments de langage des médias. Merci. Merci pour ces deux interventions qui montrent bien qu'en effet, c'est ni tout blanc ni tout noir, qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais qu'en même temps, ce n'est pas si simple. Et ce n'est pas si simple d'agir. On va y revenir dans notre deuxième séquence. Avant de passer à la deuxième séquence sur comment j'agis et qu'est-ce qu'on fait réellement, moi, je voudrais passer la parole à Julie Rigg, notamment parce que pour montrer combien cette situation qu'on vit quand même, alors évidemment, il faut relativiser, on ne peut pas aborder les choses de la même manière dans tous les territoires, il faut partir d'une situation et d'une bonne analyse de départ. Néanmoins, elle est parfois complexe et c'est compliqué d'agir dans un monde qui nous dépasse un peu et qui est relativement violent en termes d'annonces. Donc je vais passer tout de suite la parole à Julie. Bonjour. Et merci. Effectivement, il y a, dans cette première partie introductive, il y a des éléments dont on voulait vous parler avec Marie-Laure qui concernent plus ce qu'on vit en tant qu'individu, soit à titre personnel, soit dans son cadre professionnel. Hein, et évidemment, ça se joue à plusieurs niveaux. Et cette courbe-là, que certains d'entre vous ont déjà peut-être vu, qui s'appelle la courbe du deuil. Donc souvent, on la voit... dans le milieu professionnel sur le changement qu'on engage, mais ça vaut aussi dans notre vie personnelle quand on perd quelqu'un, par exemple. Hein. C'est une courbe d'ailleurs qui a été travaillée par une psychanalyste posée en 69. Elle s'appelle Kubler-Ross, cette dame, Elisabeth Kubler-Ross. Et en fait, l'idée, c'était de voir finalement par quelles étapes on passe, qu'est-ce qu'on traverse quand on vit un deuil. Et quand on est face à des enjeux environnementaux comme le changement climatique, mais il n'y a pas que le changement climatique, hein, il y a d'autres, ce qu'on appelle des limites planétaires qu'on a dépassées et sur lesquelles il faut qu'on soit très vigilant. Il y a le déclin de la biodiversité, par exemple, qui est un enjeu tout aussi important, si ce n'est plus aujourd'hui, dans ce qu'on est en train de traverser, et il y en a d'autres. Voilà, on vit cette courbe, on va finalement commencer par la phase de choc. Et quand on vous amène, comme là en introduction, hein, ça fait partie du jeu, puisqu'on parle des injonctions paradoxales et du changement climatique, mais quand on vous amène un lot de données dramatiques, mais en même temps réalistes, finalement, si vous n'étiez pas encore informé, si vous n'avez pas encore fait ce chemin, la première réaction que vous allez avoir, c'est celle du choc. Et le choc va amener un certain nombre de comportements et d'attitudes. On va passer par le déni, par exemple. Hein. Donc le déni, non, mais ça ne doit pas être aussi grave que ça, ou c'est peut-être pas chez nous, peut-être que notre territoire ne va pas être tant touché que ça, peut-être que, voilà, on est dans le déni, quoi. On essaye de se dire qu'on va peut-être passer à côté et que ça va le faire. Ça peut aller jusqu'au climato-scepticisme, hein, d'ailleurs, hein, cette phase de déni. Et puis on va aussi passer ensuite dans la phase de colère. Alors une fois qu'on est entré dans la colère,
Là, ça veut dire qu'on commence à comprendre que le changement va être réel et qu'on va devoir y faire face. Donc c'est un bon signe, la colère. Par contre, quand on est celui qui conduit le changement, celui qui pilote le changement, eh ben, il faut savoir qu'on va devoir faire face à la colère des autres, ce qu'on appelle la fameuse résistance dans le changement. Il n'y a pas de changement sans résistance, c'est naturel. Si vous avez une équipe derrière vous et que vous engagez un changement, vous allez faire face à cette résistance, à cette colère, c'est normal. Et là, vous voyez, la courbe, elle descend. Elle descend parce qu'on va finalement vers quelque chose de plus en plus difficile. Dans les émotions, on va avoir la colère et puis ensuite, on va aussi passer par la tristesse. Donc ça, c'est un élément qui est hyper important. Donc on va essayer de marchander un peu, de négocier. Peut-être que les autres peuvent le faire, pas moi. Peut-être que je peux faire juste ça et pas aller plus loin. Bon, on essaye encore de trouver des marges de manœuvre qui nous laissent dans le fonctionnement d'avant, le fonctionnement en tout cas du moment, avant d'avoir changé. Et puis au bout d'un moment, on comprend que non, cette négociation ne va pas être possible, il va falloir changer, on n'a pas le choix. Et là, c'est là qu'on rentre dans la phase dite la plus difficile de tristesse avec potentiellement des symptômes dépressifs. Donc tout ça, on le vit à l'intérieur, ça fait partie des émotions. C'est très important d'en avoir conscience parce qu'en fait, on ne change pas si on ne passe pas par ça. Et c'est très important d'avoir aussi cette étape où on va se recentrer sur soi, sur ce qu'on vit et comment on le vit, pour pouvoir bien conduire et mener le changement. C'est très important, y compris pour nos dirigeants. Il y a aujourd'hui des cabinets de conseil, des centres de recherche qui accompagnent aussi à cette intériorité un certain nombre de dirigeants. Ça fait partie du travail qui est aujourd'hui mené. Et ensuite, on va remonter cette pente, on va commencer à se remobiliser, à essayer on va se dire, ok, bon, j'accepte, je vais devoir changer. Peut-être que ça, finalement, cet aspect-là ne sera pas si négatif pour moi et pour mon activité. Peut-être que je peux en tirer quelque chose. Les locaux, il y a peut-être un marché. Voilà, vous voyez, on est dans cette phase-là où on se dit, oui, en fait, il y a peut-être aussi des opportunités. Et tant mieux qu'on arrive à construire ça en tant qu'être humain. Et puis, on va commencer à donner du sens à tout ça et à trouver des imaginaires positifs autour de ce qu'on peut mettre en place. Et ça va commencer à nous donner envie. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans l'engagement et dans l'action. C'est quelque chose de très important pour moi quand on travaille sur ces sujets-là d'enjeux environnementaux. C'est de se dire que quelque part, on fait pas que le deuil du modèle actuel, on fait aussi le deuil du futur qu'on avait dans notre tête, parce qu'on a des imaginaires, tous, depuis petits, de comment va être notre vie dans le futur, comment va être la vie de nos enfants dans le futur, des imaginaires qui sont fondés sur nos valeurs, qu'on fonde tout petit. Ça peut être la valeur de l'amour, la valeur de la famille, tout ce que vous voulez, vous voyez, mais des choses qui nous rapprochent en général, quel que soit le bord politique, voilà, l'amour, la famille en général, ça rassemble. On est sur ces valeurs-là, et en fait... ça, c'est important de comprendre qu'on fait aussi le deuil de ça. On fait le deuil de ce qu'on imaginait pour nous et pour nos proches dans le futur. Et donc, on vit ça. Et ce deuil-là, on le passera bien, on le passera correctement si on arrive en fait à construire des imaginaires positifs du futur. Or, tout dans notre culture aujourd'hui, pas tout, parce qu'il commence à y avoir des mouvements contraires, mais beaucoup de choses, y compris si vous regardez les films, la science-fiction, les livres, etc., sont plutôt dans le catastrophisme, dans l'effondrement. On a des capacités dans notre culture à imaginer ce qui peut mal se passer. Il y a beaucoup moins de choses sur les imaginaires positifs et le fait que, on peut parler de la sobriété heureuse de Rabi par exemple, mais voilà, comment on construit ça? Ça veut dire quoi? Comment est-ce que nous, à l'intérieur de nous, ça peut résonner comme étant quelque chose de positif? Et ça, c'est quelque chose à construire et à imaginer. Je serai amenée tout à l'heure à vous parler de modèles régénératifs, par exemple. Voilà, moi, j'ai trouvé mon souffle, mon imaginaire autour du futur positif, autour de la régénération de la nature. Vous voyez, je ne parle plus de préservation, je suis déjà sur le coup d'après. Et l'autre courbe qui nous paraissait intéressante de vous montrer, c'est quand on est face à un changement, quelles sont finalement les grandes étapes par lesquelles on passe. Et surtout, quand vous voulez conduire un changement auprès d'acteurs, c'est important de prendre en considération dans quelle étape ils se situent, parce qu'ils ne vont pas avoir besoin des mêmes informations ou des mêmes aides, du même accompagnement selon là où ils se situent. Quand on est dans l'étape de la pré-contemplation, on n'est même pas encore informé, on n'a pas conscience qu'il faut changer. On va commencer à toucher des choses du doigt. Donc là, on a une étape où on a besoin de sensibilisation parce qu'effectivement, on n'a pas encore conscience qu'il va falloir changer. Après, dans la contemplation, on a commencé à comprendre qu'il y avait un sujet là. Alors, je sais pas, je prends l'eau. Voilà, en ce moment, il y a beaucoup de tension sur l'eau, comme vous le savez. Bon, peut-être qu'effectivement, il va falloir qu'on change quelque chose. Mais on n'a pas encore décidé de le faire. On est en train de constater, de poser les choses. On a été sensibilisé, on commence à se renseigner un peu plus. Après, il y a une étape qu'on appelle l'état conatif. C'est quand on a décidé de changer. Vous savez, quand on décide d'arrêter de fumer, mais on n'a pas encore fait. Il y a ces moments intermédiaires. Vous êtes dans un état conatif, si vous êtes dans cette phase-là.
Donc là, c'est le moment de la décision. Clairement, si vous accompagnez des gens, il faut capter ceux qui sont dans l'état conatif. Eux, ils ont besoin d'informations concrètes sur comment changer. C'est quoi les priorités? Par quoi on démarre pour s'en sortir? Et après, il y a ceux qui démarrent une première action. Et là, c'est un peu comme quand vous allez sur un site internet. Si au bout de 3 secondes, vous n'avez pas compris comment il fonctionne, vous allez quitter cette page internet, sauf si vraiment c'est les impôts et que vous n'avez pas le choix. Mais sinon, vous allez quitter cette page internet et chercher l'information ailleurs. La première action dans tout changement, c'est pareil. Si elle n'est pas réussie, eh ben vous allez rechuter très vite et vous n'allez pas pérenniser. Et donc là aussi, si vous commencez à mettre en place des nouvelles offres durables, c'est très important de prendre par la main les gens qui vont aller la mettre en œuvre et les gens qui vont aller l'utiliser pour être sûr que ce soit une première expérience réussie. C'est clé pour que ce soit pérennisé, en fait. C'est vraiment une dimension très, très importante. Merci beaucoup Julie, parce que je pense que on n'est pas tous au même niveau dans ces réflexions, dans cette appréhension du futur, dans les solutions qu'on peut mettre en œuvre. Moi j'aime bien cette idée on n'est pas tous au même niveau, il faut aussi pouvoir engager les gens, et on verra que c'est aussi la responsabilité des gens qui font de la promotion que de valoriser un futur différent, un futur positif, de faire le deuil évidemment de ce qui ne sera plus possible dans le futur. La question de l'eau est une vraie illustration. On commence à dire aux hôtels dans les Pyrénées-Orientales, vous ne pouvez plus utiliser vos spas. Bon, ça veut dire qu'il y a aussi des chemins à faire sur non seulement la promotion, mais aussi l'offre. C'est-à-dire que l'offre de demain ne sera sans doute pas celle d'aujourd'hui, parce qu'elle sera plus possible. Alors, il ne faut pas que ça fasse peur, et moi j'aime bien le discours de Julie, parce qu'on montre bien qu'il faut aussi aller vers du positif, et c'est le positif qui permettra d'engager les gens. Mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui qu'on n'est pas complètement sorti collectivement de cette phase initiale, et qu'il y a encore du marchandage, de la négociation. Je vais quand même essayer de faire un maximum de choses avec les anciens modèles. Voilà. Peut-être, Virginie, vous voulez compléter? Oui, je vais réagir sur deux, trois choses qui ont été dites et puis développer un ou deux points, si vous me le permettez. Bien sûr. D'abord, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. En plus, je ne suis pas du tout de la région, donc moi, c'est très exotique de venir ici. Je suis de la région nantaise, même si j'ai un pied en Occitanie, un pied de ma famille qui est en Occitanie, mais donc je suis vraiment très contente d'être là. Je voudrais, avant de développer deux, trois points, réagir sur deux, trois choses qui ont été dites. Quand vous avez dit le problème du tourisme, c'est le problème du transport, oui, si on raisonne que CO2. Il y a toute la biodiversité qui est un impact absolument gigantesque. Et je rebondis à ce moment-là sur ce que vous disiez sur la Grande Motte. La Grande Motte, ça a été conçu pour 100 000 personnes, mais peut-être que la nature locale, elle n'a pas été conçue pour recevoir 100 000 personnes dans un endroit aussi petit. Donc c'est vraiment, pour moi, ce qui est très important, c'est de pensée systémique, c'est-à-dire c'est pas l'homme d'un côté, la nature, ou le touriste d'un côté, la nature de l'autre, c'est quelque chose, on est dans un système où on est interdépendant et on a oublié cette interdépendance, sauf que maintenant elle est en train de nous revenir dessus et de manière assez brutale, assez violente. Vous voyez ce qui se passe en ce moment en Espagne, au Canada, je ne sais pas si vous avez vu l'ampleur des incendies au Canada, et il ne faut pas se dire qu'on est à l'abri, on a eu un été qui nous a avertis l'été dernier, donc c'est vraiment très important d'avoir cette notion systémique. Sur la notion du deuil, c'est quelque chose que j'utilise, une métaphore que j'utilise beaucoup parce que je suis passée moi-même par une phase de deuil il n'y a pas si longtemps que ça. Et travaillant sur les questions d'environnement, le parallèle, il m'a aidé en fait. Il m'a aidé dans les deux sens et il m'aide à faire comprendre un certain nombre de choses. La difficulté étant un problème de temporalité, c'est-à-dire qu'un deuil, ça peut prendre des années, et sauf que là, on n'a pas des années et des années pour prendre certaines décisions. Et en plus, pour l'élu, qui est quand même le chef d'orchestre, in fine, même si tout le monde a sa part, mais qui est le chef d'orchestre, eh bien, il voit que tous ses administrés ne sont pas forcément au même stade du deuil. Donc ça, c'est très, très compliqué. Voilà, mais je souscris complètement à cette idée qu'il faut s'appuyer sur cette métaphore pour faire comprendre aux gens qu'il peut y avoir un après aussi différent, mais formidable quand même. Voilà. Après, je voulais revenir sur le paradoxe des termes de l'injonction paradoxale. La première, c'est repenser ce que c'est que le tourisme. Le tourisme, c'est quelque chose de très récent. En 1950, pour vous dire, il y avait 25 millions de touristes internationaux. En 1990, 435 millions. C'est déjà une augmentation phénoménale, mais aujourd'hui, c'est 1,4 milliard.
Et on attend 1,8 milliard d'ici 2030. Donc en réalité, on est sur une équation qui reste difficile, quoi qu'on fasse, parce qu'on est encore dans un phénomène, on est face à une croissance. Et là, je ne parle évidemment que des touristes internationaux. Et le tourisme national, enfin domestique, ça croît aussi partout dans le monde. Et là où c'est difficile, et c'est quelque chose qui est appelé à durer, parce que le tourisme, c'est depuis l'origine, en fait, précisément, c'est un marqueur social. Parce que le développement du tourisme est lié à l'augmentation de la population, mais surtout à l'augmentation des revenus et à la démocratisation des transports. À partir du moment où c'est un marqueur social, et d'ailleurs vous le savez bien, puisque la publicité, elle s'appuie sur la reconnaissance sociale. Dis-moi où tu passes tes vacances et je te dirai combien tu gagnes. En gros, c'est un peu schématique, mais pas tant que ça. Et donc, une des difficultés, ça va être de faire évoluer cette représentation sociale du tourisme et de ramener le tourisme à sa valeur de loisirs, de repos, de convivialité, etc. Et pas seulement parce que les vacances réussies, elles ne sont pas forcément à Bali sur une plage qui ressemble étrangement à celle que nous avons en France. La deuxième chose, dans cette équation autour de cette difficulté et qui amène à des injonctions paradoxales, c'est que les vacances, c'est le moment où on se relâche, où on veut sortir de la contrainte. On est contraint toute l'année par des règles, des horaires, etc. Et tout d'un coup, c'est l'espace de l'année où on ne veut pas de contraintes. Et ne pas avoir de contraintes, ça veut dire aussi, par exemple, prendre des douches plus longues, faire des kilomètres en voiture pour aller voir quelque chose plus loin, etc. Et en fait, on surconsomme par rapport au reste de l'année en période de vacances. Et donc ça aussi, localement, pour les écosystèmes, quand il y a un afflux soudain de personnes qui, au même moment, consomment beaucoup d'eau, eh bien, ça a un impact majeur sur les nappes. Et qui, en période de réchauffement climatique où les nappes se rechargent moins bien, eh bien, peut avoir un impact très durable. Donc ça aussi, c'est une équation qui n'est pas simple parce qu'on ne va pas dire aux gens, maintenant les vacances, ça va être sous contrainte. C'est extrêmement compliqué. Et puis, la troisième chose qui me frappe, et je ne suis pas sociologue, donc je parle sous ton contrôle, Julie, c'est que de plus en plus, on voit aussi la notion de « moi, je suis touriste et je veux être VIP », quoi. C'est la notion de singularité. Je veux quelque chose de différent, quelque chose que les autres n'ont pas. Enfin, il y a vraiment une différence. Alors qu'il y a eu une époque où, au contraire, on allait en collectif, on jouait beaucoup collectif, et maintenant, c'est au contraire, c'est un tourisme que je veux vraiment particulier. Et donc, c'est là où tout le défi est, finalement, c'est de revaloriser, de donner une valeur à la fois sociale, de plaisir et d'exception au tourisme, et de trouver la formule touristique qui, bien sûr, soit malgré tout économe, enfin qui répondent aux contraintes écologiques. Donc c'est ça le défi de l'injonction paradoxale. J'allais dire, l'injonction, elle est beaucoup dans cette représentation de ce que sont les vacances et le voyage, quoi. Alors ça tombe bien parce que les CRT, vous qui faites de la promotion touristique, vous avez le pouvoir de changer le regard des gens sur le tourisme quelque part. Et sur ce que c'est que les vacances. Donc, en tout cas, je pense que vous pouvez y participer. On va peut-être avancer pour se confronter à la mise en œuvre et essayer de poser quelques injonctions paradoxales. Une première, alors évidemment, il ne s'agit pas de comparer, tout à l'heure Jean l'a dit, hein, l'Occitanie à la région sud, les modèles sont différents, même si on voit bien que ce sont deux grandes destinations qui sont 220 millions de nuitées en 2022, 250, donc ça pèse très fortement. D'un côté, 125 000 emplois salariés, de l'autre côté, 123 000 emplois. C'est des grandes régions qui sont composites avec une économie touristique extrêmement variée, des stations de sport d'hiver, du balnéaire, des pôles urbains touristiques, des ports de plaisance. Enfin voilà, donc on est là très quantitatif, avec quand même avec des filières qui se ressemblent pour certaines, hein, le doux-tourisme, les activités de pleine nature, le patrimoine, les savoir-faire, et puis aussi des vrais marqueurs de différence. Et les marqueurs de différence, c'est en Occitanie le tourisme des jeunes, le camping, et puis le thermalisme aussi. Et puis de l'autre côté, en région sud, on voit la filière golf qui se distingue, le maïs qui pèse énormément, hein, voilà, et les croisières. Alors c'est très caricatural, hein, tout ça, mais c'est aussi pour rappeler, Jean l'a dit très bien tout à l'heure, qu'on ne peut pas
avoir les mêmes façons d'aborder cette question du dérèglement climatique avec la question de comment je préserve quand même mon économie qui fait vivre des gens, qui crée de la richesse, tout en abordant ces questions de comment je vais transformer non seulement ma promotion, comme les actes, on voit bien que vous êtes rentrés aujourd'hui dans une transformation de vos actions, mais aussi l'offre de demain. Alors une première séquence sur l'indispensable diminution des gaz à effet de serre. On sait bien que ça ne suffit pas et que ce n'est pas le centre du sujet, mais on a vu combien c'était quand même important que les acteurs touristiques s'emparent de ces questions de transport. Parce que le transport, ce n'est pas que du transport, c'est aussi de la promotion, puisqu'on va chercher des gens, où on peut les inciter à agir ou à avoir des comportements différents. Alors, sur cette question-là, 2 injonctions paradoxales. La première, c'est aller chercher des clientèles internationales, notamment lointaines, alors qu'une partie importante d'entre elles arrivent en avion. On a vu que ça pèse dans les gaz à effet de serre, donc ça contribue au réchauffement climatique. Puis une deuxième injonction paradoxale, promouvoir les transports en commun, parce que là, on voit bien l'importance de pousser les clientèles à utiliser les transports locaux pour abandonner leur voiture, alors que le service et l'expérience ne sont pas toujours à la hauteur, peu attractifs et donc potentiellement déceptifs. On a beaucoup de mal à faire agir les gens sur des sujets comme ça. Il y a plein d'études qui le montrent. Alors peut-être... on va commencer par Jean, cette fois, si tu veux bien nous raconter quel a été le raisonnement de Si tu peux juste revenir à la diapo avant, comme ça je l'aurai sous les yeux par rapport non, juste avant, que tu avais, pour répondre par rapport aux deux points que tu mets. Ouais. D'abord, sur le premier, aller chercher des clientèles internationales, parce que... Elle pèse dans l'économie, je ne sais pas sur la Côte d'Azur, mais j'imagine que les clientèles internationales, en particulier les lointaines, doivent faire un peu plus de 50%, voilà. À la fois d'unité, mais certainement plus de l'économie, et je vais pas revenir sur ma table à 5 000 €. Oui. Moi, je considère qu'aujourd'hui, ce qui manque à l'échelle d'un pays comme la France, et ce qui manque dans une stratégie nationale, c'est un principe de solidarité qui voudrait que on accepte que dans des destinations telles que la Côte d'Azur, Paris, qui ont développé un modèle autour de clientèle lointaine, eh bien, on accepte que ces destinations continuent à développer ce modèle parce que la rupture serait certainement plus difficile pour eux, et qu'en échange, d'autres destinations acceptent de dire nous, on en a peut-être moins besoin et on travaille d'autres clientèles. À l'échelle d'Occitanie, moi je pense qu'on a beaucoup à faire avec les clientèles de proximité. C'est une région d'un peu plus de 6 millions d'habitants. Il y a beaucoup de gens autour. Si on prend l'arc de Cerre qui va de Bordeaux à Grenoble, ça fait environ 50% des nuitées totales. Je te donne un chiffre qui va vous faire rigoler. La Lozère, qui est le plus petit département français. Les nuitées, alors c'est les Fluvision qui le donnent, les nuitées des habitants de la Lozère qui viennent passer leurs vacances en Occitanie, parce qu'il y en a, représentent plus que la totalité des nuitées de Chinois. Et parmi les paradoxes, il y a celui du mythe qu'on entretient qui voudrait que voilà, les clientèles asiatiques, je vous jure que c'est vrai. Un jour, j'ai un élu qui m'a dit, tu sais Jean, tu as raison sur tout ton discours sur les clientèles de proximité, mais moi je veux des clientèles asiatiques parce que ça se voit. Voilà. Et je vous promets qu'un bus de Japonais qui débarque place du Capitole à Toulouse, ça crée une clameur. Un bus de Belge qui arrive 5 minutes derrière, ça crée aucune clameur. Donc il y a une espèce de mythe qu'on entretient par rapport à ça. Il y a des chiffres dont on fait finalement aucune analyse pour vérifier que ces types de clientèle rapportent. La première clientèle d'Occitanie, c'est les habitants de Haute-Garonne. La première. Ensuite, c'est l'Espagne qui est un marché de proximité pour nous. Et puis ensuite, c'est d'autres départements français, dont les Bouches-du-Rhône, qui visiblement apprécient beaucoup plus l'Occitanie et qui ont besoin d'Occitanie pour leurs vacances. Non, je plaisante. Mais je dis ça parce qu'aujourd'hui, en lisant la presse ce matin, j'ai vu que Vueling ouvrait une ligne entre Barcelone et Toulouse parce que ni la SNCF ni la Renfe n'ont été capables de remettre des TGV entre Toulouse et Barcelone. Je ne sais pas si vous connaissez la ligne, c'est une ligne TGV qui a été construite, le tunnel du Pertus, qui sépare l'Espagne de la France, fait passer 6 TGV par jour. C'est un scandale, ça a coûté 13 milliards d'euros, puisque 2 compagnies nationales se font la guerre sur leurs marchés respectifs, ils ont annulé finalement tous les TGV, et qui en profite, c'est la compagnie aérienne.
Eh ben moi, je me bats sincèrement, et je ne me ferai pas de copain, en particulier avec le directeur de l'aéroport de Toulouse, pour que cette ligne, Vueling, n'existe pas. Nous n'en avons pas besoin. Par contre, et qu'on en supprime. Elle peut servir essentiellement à faire partir les Toulousains ailleurs, donc ça veut dire... On vient d'ouvrir une ligne sur Montréal avec Air Canada, 80% c'est de l'export. Voilà. Par contre, c'est nous qui finançons la com d'Air Canada par rapport à ça. Donc, tous ces mythes, il faut qu'on les casse. Et moi, je préfère qu'on baisse, je le dis sans démagogie, je préfère qu'on baisse le nombre de low cost. Il y en a un peu plus de... Il y a 9 aéroports internationaux en Occitanie, plus si on additionne la Suisse et l'Autriche en même temps. Je préfère qu'on ferme des aéroports. Béziers n'a aucune utilité économique, aucune utilité touristique. Il y a Montpellier d'un côté, il y a Carcassonne de l'autre. On n'a pas besoin d'aéroports comme ça. Donc on continue à maintenir des lignes aériennes. Et moi, je préfère qu'on se concentre là où il y a des besoins, qu'on ouvre des lignes pour aller de New York à Nice, même si effectivement ça pèse, et qu'on compense derrière. À l'inverse, moi je demanderais une autre solidarité dans ce cas-là aux gens de la Côte d'Azur, c'est que les clients qui sont capables de laisser 5000 boules pour un repas, ils aient une taxe de séjour qui ne soit pas de l'ordre de 5 €, mais plutôt de 25 € pour aller compenser ce qu'on ne fait pas de l'autre côté. Voilà, ce débat sur la solidarité, on est strictement incapable de l'avoir. Et je pense qu'on en a besoin. On a besoin de se poser la question de la croissance. Est-ce que c'est une croissance uniquement sur des marchés étrangers? Si vous posez la question à des organismes institutionnels, est-ce que la croissance elle est portée par des nouveaux marchés ou par des nouveaux produits? À 95%, c'est des nouveaux marchés, parce que c'est plus facile. S'il y avait des clients sur la Lune, on irait les chercher. Donc il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à ça. Et moi, je veux démontrer, et les élus l'ont à peu près compris, que voilà, un billet de train à 1 €, ça génère à l'année 30 millions de consommation. Et je voudrais dire un point qui n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le sujet, mais moi j'insiste par rapport à ça. Je pense que nous sommes d'une naïveté coupable sur l'usage du temps libre tel qu'il se développe aujourd'hui et tel que des acteurs très concurrents du secteur du tourisme sont en train de l'organiser. Moi, ce que j'appelle le divertissement digital, c'est celui qui cloue les gens chez eux à force d'abonnements téléphoniques, à force de Game Boy, à force de jeux vidéo, à force de tout ce qui pourrait faire croire que tu es chez toi, tu peux visiter un musée avec des lunettes 3D depuis chez toi, tout ce qui fait que les gens restent chez eux, eh bien, s'oppose au fait que nous avons besoin de gens qui sortent de chez eux pour les consommer. Et qui sortent de chez eux pour les consommer des activités de loisirs ou des activités plus lointaines, à la rigueur, on s'en fout. Mais ce sujet-là, nous n'avons aucun débat national par rapport à ça. Et je trouve que c'est vraiment un problème, parce que nous avons face à nous des concurrents sur l'usage du temps libre qui vont nous bouffer la laine sur le dos. Enfin, c'est un point important. Alors, pour revenir, je ne vais pas être trop long, juste pour commenter la carte. Voilà, nous, si tu veux remettre la carte, s'il te plaît. Voilà. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de considérer que la consommation intra-régionale, elle pesait environ 35% aujourd'hui, et qu'on pouvait la faire progresser, et que la croissance, on pouvait la faire porter par les habitants d'Occitanie, qui sont un peu plus de 6 millions d'habitants, et qui ne connaissent pas la région. Alors là aussi, il y a un mythe qui voudrait que, parce qu'on a fusionné la région, les gens du Gers, qui avaient géographiquement l'océan plus près, viendraient tout d'un coup à Gruissant passer leurs vacances. Ça ne marche pas. Il n'y avait pas de frontière, et on n'a pas levé une frontière en fusionnant les deux régions. Mais en tout cas, voilà, on considère qu'il y a un potentiel. 2, qu'on a la chance d'avoir un réseau ferré plutôt dense, plutôt bien aménagé, plutôt bien équipé en termes de trafic, et qu'on pourrait s'appuyer sur ce réseau de trains. 3, que associer l'image du train à celle d'une destination est quelque chose, alors je suis dans le marketing, quelque chose qui pourrait servir nos intérêts, parce que l'Occitanie qui est grande comme un pays, voilà, vu de la Scandinavie, en disant avec mon Occitanie Air Tour à 10 balles par jour, finalement au prix de l'essence, j'ai plutôt intérêt à venir ici. Et j'associe, et je relis d'ailleurs la problématique de l'aérien, Air Canada qui vient d'ouvrir une ligne entre Montréal et Toulouse, on leur a donné, parce qu'ils n'ont pas voulu l'acheter dans un premier temps, 4 jours d'Occitanie Air Tour pour que les gens qui arrivent de Montréal, quand ils arrivent à Toulouse, ne louent pas une bagnole, mais prennent plutôt le train en disant, voilà, pour 10 balles, je vais un jour à Albi, visiter la cathédrale, classée à l'UNESCO. Pour 10 balles, je vais à Souillac et je vais faire du paddle sur la Dordogne. Et pour 10 balles, je vais à Lourdes pour prendre 10 ans de plus parce que je veux rajeunir. Donc, il y a cette idée de dire que voilà, le train pourrait construire une identité touristique, pourrait construire un positionnement touristique. C'est le choix qu'on a fait. Donc, plus de proximité, parce que ça vaut aussi pour les habitants. 2, une nouvelle clientèle qui est
en appétence avec cette mobilité plus douce et moins carbonée. Et 3, un service qui existe. Alors, tous ceux qui sont contre me diront, ouais, tu sais, avec la SNCF, il faut se méfier. Bah oui, il faut se méfier parce que des fois, il y a des grèves, parce que des fois, il y a des travaux, parce qu'il y a des fois des retards. Mais je rappelais quand même que la ponctualité des TER d'Occitanie, c'est 91%. Et que si on prend le problème à l'envers par rapport justement au fait qu'on pourrait faire le deuil de quelque chose et aller vers quelque chose de plus positif, voilà, moi je préfère considérer que 91% c'est plutôt un chiffre positif pour mettre des clientèles, et y compris pour le coup des clientèles internationales, parce que moi j'espère que les Américains qui dorment dans l'hôtel de ma fille, un jour diront, bah, tiens, je vais aller prendre l'Occitanie Direct Tour 3 jours, je vais faire les plus beaux villages de France, parce que c'est pas très loin de là où je suis arrivé, et je fais une petite excursion dans la terre voisine. Voilà, je ne vais pas être trop long sur la vision stratégique. Alors juste, ouais, ce petit truc que je rappelle à chaque fois, le positionnement différenciant sur lequel nous, on a voulu travailler. Alors ça date, c'est marrant parce que ça date d'avant le Covid. C'était le voyage, considérant que le voyageur renvoyait à une image plus positive que le touriste. Ensuite, c'est de considérer que finalement le voyage, c'est ce qui crée le lien social, et de revenir à cette vision un peu initiatique du voyage, celle du grand tour, qu'on faisait avant pour s'émanciper. C'est ce qui fait grandir. C'est pour ça que la signature du CRT, c'est les voyages qui font grandir. Une collection de produits autour de la marque, les fabuleux voyages, avec beaucoup de séjours décarbonés, beaucoup d'itinérance douce. Et puis voilà, le produit qu'on vient de lancer cette année, et qu'on pourrait appeler le produit star si on restait dans des appellations marketing, qu'est l'Occitanie Direct Tour, et celui qui donc voilà, vous fait visiter l'Occitanie en train. Dernier point que je voudrais dire, et je m'adresse aux offices du tourisme qui sont présents dans la salle, parce que le sujet qui consiste à relier l'information transport à l'information touristique, et le sujet de la mobilité touristique, elle passe par vous. Elle passe par votre capacité, dans la rubrique qui consiste à dire comment venir, ne pas commencer par mettre les autoroutes et les bagnoles. Ça m'insurge de voir des élus se battre, je le dis, des élus se battre, que ce soit en PACA, que ce soit en Occitanie, pour maintenir les lignes de train. Sur la ligne de l'Aubrac, il y a 3 trains par jour, c'est pas beaucoup. Et quand je vois les officiers de tourisme de la ligne qui ont des gares desservies par ce train, qui coûtent une blinde à la collectivité, ne pas être capable de mettre en premier comment venir et utiliser le train parce qu'on a maintenu une ligne de train, parce qu'on a maintenu une gare, parce qu'on a maintenu un arrêt pour nous dire comment venir de Paris en autoroute, ça me gonfle. Donc faites un effort pour relier l'information touristique, et en particulier l'information de la mobilité douce, à celle de l'information touristique. Alors, je me joins complètement à ce que tu viens de dire, Jean. C'est l'atelier D34 de demain. Merci. En tout cas, on voit bien ce projet qui, à la fois, permet de réhabiliter le train, qui permet de traiter les questions environnementales, mais aussi vos objectifs sociaux, de faire partir les habitants d'Occitanie. Donc, il y a quelque chose là, un projet assez majeur. Et puis, moi, là où il y a la touche, je dirais, de promotion touristique, c'est faire réenchanter un voyage en train. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un mouvement un peu général, mais le train a longtemps été très délaissé, très critiqué, parce que, pour les raisons que tu donnais. Donc, cette question on va parler de fabuleux voyages, on va créer du marketing autour du train et réenchanter le regard sur le train, il est très important, et c'est bien le pouvoir dont on parlait tout à l'heure, qui est de se dire comment est-ce que je vais aussi, non pas éduquer, mais enchanter des pratiques nouvelles qui vont permettre de les installer aussi dans le temps et changer les codes sociaux. Et juste un dernier mot, alors je dis toujours aux offices qui sont pour nous des vrais partenaires, je dis parce qu'en plus on lance un EMI sur l'Office du tourisme et mobilité, je le redis peut-être de manière un peu provocatrice, le dernier kilomètre est un mythe. Le dernier kilomètre, ça se gère avec des bus, ça se gère avec des gares, ça se gère avec des professionnels, ça se gère avec des informations qu'on donne en disant mais à 10 minutes à pied sortant de la gare, vous avez votre gîte, vous avez votre hôtel, donc ce n'est pas la peine de considérer que vous ne pouvez pas y aller en train. Voilà, tout ce travail qui consiste à connecter de l'information de transport à l'information touristique, il n'est pas très compliqué à faire, et quand on le fait, on a vraiment des résultats intéressants. C'est vrai. Alors, je vais passer aussi la parole à Loïc, qui va nous expliquer, lui, comment il gère cette injonction paradoxale autour du transport. Évidemment, Jean l'a raconté, ce n'est pas le même modèle sur la Côte d'Azur. Oui, on parlait... sur la région sud. On parlait un petit zoom quand même sur la partie internationale et l'histoire. Oui. Jean en a un peu parlé. C'est vrai que le tourisme est né en France, ici.
dans les années 30, pas 1930, mais 1830. Et ce n'est pas forcément nous-mêmes, les locaux, qui avons inventé ça. Ce sont les Anglais qui fuyaient la pollution et le smog anglais de Londres, et puis qui ont été suivis par les têtes couronnées de Scandinavie, et puis de Russie, etc., etc. Et qui ont créé cette offre de villégiature d'hiver ici. Et donc aujourd'hui, la conséquence, c'est qu'effectivement, on a une clientèle internationale qui est extrêmement importante. Et quand on zoome, là vous avez, c'est en gros 50% de la clientèle des nuitées touristiques de la région sont issues de la clientèle internationale. Donc on ne peut pas appuyer sur le bouton en disant demain, on ne veut plus de clients internationaux parce que ça pollue pour venir. D'autant plus que quand on zoome dans ces clientèles, on se rend compte qu'une bonne partie de ces clientèles internationales ne peuvent venir qu'en avion, à moins de remettre à la mode les transatlantiques en bateau et en voilier. Vous le voyez, rien que le marché américain, vous citiez l'exemple tout à l'heure d'un New York-Nice, c'est le deuxième marché de provenance pour la Provence. Il est rentré dans le top 10 des Alpes du Sud, ce n'était pas le cas il y a encore quelques années, et c'est bien sûr le premier de la Côte d'Azur. Et si on zoome une nouvelle fois sur ces clientèles-là, aujourd'hui, la clientèle américaine est la clientèle numéro 1 de la région. C'est considérable. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire juste on arrête de nous occuper de cette belle clientèle américaine, qui au demeurant, je ne l'ai pas mis là, est sans doute celle qui contribue le plus à notre économie, parce que c'est celle qui va le plus dans nos hôtels. Et dans nos hôtels, qui sont les hôtels qui pourvoient le plus d'emplois? C'est l'hôtellerie haut de gamme. Et qui va dans l'hôtellerie haut de gamme? C'est cette clientèle internationale. Donc malheureusement, quelque part, la boucle est bouclée. Sans clientèle internationale, sans clientèle américaine, sans clientèle lointaine, on peut imaginer que la moitié des hôtels et donc la moitié des emplois soient supprimés dans notre région. Alors quand on a dit ça, comment on fait? Là, on est encore dans la première partie du graphique. On veut un peu nier, non mais ça ne va pas marcher, on n'y arrivera pas. Bon, heureusement, on a évolué déjà dans les équipes, même si tout le monde n'est pas encore au même niveau dans l'équipe, mais on est quand même plus sur la partie droite de votre graphique que vous avez présenté tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je repars tout simplement sur des exemples très concrets sur comment est-ce qu'on fait évoluer ça. Alors je reprends le petit graphique que je vous ai montré tout à l'heure sur notre stratégie de 2017, avec donc une première mise à jour, donc rendre visibles nos destinations à l'international. Déjà, c'est hors haute saison. La saison, on est plein. En revanche, la clientèle internationale, on parle beaucoup de l'impact carbone de l'acheminement, mais on ne parle pas souvent, voire quasiment jamais, de l'impact carbone de la création de l'hébergement touristique. Et aujourd'hui, si je prends des exemples, pas forcément dans nos Alpes du Nord, mais dans les Alpes du Nord suisses et autrichiens, vous avez des palaces 5 étoiles qui sont ouverts 2 mois par an. Et on les a construits pour 2 mois par an. Donc nous, l'idée, c'est qu'on a déjà une offre avec de la disponibilité hors juillet-août, qui nous permet, sans avoir à ajouter de la construction, d'attirer une clientèle qui va amortir ce qui a déjà été consommé en impact carbone pour créer ces hébergements. Et c'est là notamment que la clientèle internationale, même si elle consomme du CO2 pour venir chez nous plus que d'autres, puisque malheureusement elle n'a pas forcément d'autres choix que de venir en avion, c'est aussi celle qui peut venir chez nous quand nous avons la place. Et quand nous avons la place, c'est quand nous pouvons aussi aller vers des emplois plus durables, puisqu'on parle d'économie touristique, on peut parler aussi d'emplois. Et les emplois, c'est aussi évidemment une équation importante qu'il faut prendre en compte dans la désaisonnalisation. Donc cette désaisonnalisation, on a ajouté, donc au-delà de la partie promotion hors haute saison, c'est mieux répartir les visiteurs dans le temps. Donc là aujourd'hui, au niveau du CRT, avec nos collègues des offices du tourisme et les professionnels, on va sélectionner des marchés en fonction de la saisonnalité qui peut les intéresser. On va agir ensuite tout au long du parcours sur différents exemples sur lesquels je vais rentrer maintenant. Donc typiquement, sélection des marchés. Si je prends le marché japonais est catastrophique pour venir, sauf que, en termes de CO2. Sauf que le marché japonais, c'est celui qui vient chez nous le plus hors juillet-août. Et donc c'est celui qui va le plus amortir les hébergements déjà construits, et c'est ceux qui vont le plus abonder dans l'emploi touristique à l'année pour éviter la saisonnalité des emplois aussi. Ensuite, on a un exemple assez intéressant sur la promotion d'une destination. Donc c'était promotion d'une destination compétitive qu'on a remplacée par promouvoir une destination plus durable. Promouvoir une destination plus durable, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Alors ça, j'ai mis un contre-exemple. Je ne sais pas si vous avez vu depuis 15 jours là, le pataquès que ça fait de l'autre côté de la frontière, là, à 3/4 d'heure d'ici, une demi-heure d'ici, en Italie, où la dernière campagne de promotion italienne a mis en avant, l'a fait un peu Instagram, a mis une belle Vénus sur une image, avec tous les clichés que compte l'Italie, la pizza, le bon et le selfie.
Et puis derrière, ils se sont fait bien dézinguer parce que justement, ça faisait le lien immédiat avec on continue sur le sur-tourisme, on continue sur des pics de fréquentation, on continue à promouvoir des lieux identiques. Donc nous, on a fait globalement tout l'inverse. Donc tout l'inverse sur 2 grandes campagnes qui sont en cours. Une campagne qui a été montée avec l'ensemble des CRT et Atout France, qui met en avant justement une destination qui se consomme à l'année, mais aussi le fait de prendre le temps sur la destination, donc la campagne Explore France. Et puis une autre campagne que l'on a réalisée côté CRT avec l'appui d'Atout France et de nombreux partenaires, qui n'est de mettre en avant que les offres labellisées de la destination. C'est-à-dire qu'on met en avant, quand le touriste est venu chez nous, il a consommé du CO2. Mais l'idée, et ça a été évoqué, c'est que quand il est chez nous, qu'il consomme moins de CO2. Et là, on peut agir côté destination. Là, on peut agir à 2 niveaux. On peut agir en valorisant les professionnels qui se sont engagés dans ce type de démarche, et on peut agir en donnant des idées qui sont plus vertueuses pour les touristes que de suivre ce que le copain a fait. Et donc là, c'est systématiquement mettre en avant les offres en circuit court, la partie gastronomie circuit court aussi, les offres de mobilité douce sur le territoire, les offres de visite d'entreprise avec plus de partage avec les savoir-faire locaux, etc., etc. Un autre exemple, après c'est peut-être sur la prochaine séquence ou je continue. Oui, non, mais après je vais... Là, c'était tu as fini oui, voilà, ces exemples-là. Donc, juste pour indiquer que, de un, il ne faut pas focaliser sur le CO2 du touriste uniquement sur la partie transport. Il y a aussi tous les équipements qui entourent sa consommation et pour lesquels on ne parle pas beaucoup et pour lesquels nous avons des points sur lesquels agir. Et ensuite, c'est aussi faire évoluer nos stratégies de promotion touristique. On ne communique plus en pleine saison, donc plus du tout de budget sur juillet-août qui promeuvent Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis maintenant 2 ans. Et par contre, un renforcement des clientèles justement qui peuvent contribuer à une désaisonnalisation de la destination et donc à des emplois plus durables et donc de mettre en avant aussi une offre plus durable de notre destination. Oui, merci Loïc. Donc ça veut dire qu'on a quand même bien swifté aussi, changé complètement l'orientation de la promotion en réorientant les budgets vers des ailes de saison ou l'ensemble de l'année, vers des offres plus durables, mettre en avant aussi des changements de rythme, des changements d'offres et faciliter les circuits courts, etc. Peut-être Julie vous voulez intervenir sur le réagir par rapport à ces deux façons de il y aurait plein de choses à dire. De faire évoluer, bien sûr. Il y a plein de choses à dire, je ne pourrais pas tout dire. Mais il y a plusieurs choses qui... Déjà, il y a peut-être quelque chose à cadrer, ça me paraît important quand même, parce qu'on parle à la fois de l'empreinte carbone du touriste, donc en tant qu'individu avec ses propres choix, et on parle à la fois de ce qui va être généré par l'offre, en fait, qui est construite. En introduction, il vous a été rappelé qu'il y a une diminution de moins 80% qui est attendue, du 9,5 tonnes à 2 chaque année. Voilà, il y a un certain nombre d'organismes comme Carbone 4, par exemple, qui vont rappeler que ce qui repose sur les épaules de l'individu, la réduction, parce que c'est quand même hyper angoissant, sinon il faut quand même le dire, c'est un quart de cette réduction. Et les 3 quarts, eux, doivent être portés par le collectif, c'est-à-dire par ceux qui font l'offre, à la fois par les collectivités territoriales et ce qu'elles décident, et par ceux aussi les entrepreneurs, c'est-à-dire ceux qui proposent des entreprises. Ça, c'est un élément important quand même à rappeler, et effectivement, ce sont deux actions différentes. Agir sur l'humain, agir sur le touriste lui-même, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué de changer les comportements et ça prend du temps. Alors on a une Nantaise ici, mais il y a une expérience qui a été menée sur le transport à Nantes il y a pas mal d'années et plusieurs années de suite. Ils l'ont fait, ça s'appelait l'expérience Zenius. Je ne sais pas si tu es au fait de cette expérience. Donc en fait, c'est la métropole de Nantes avec un loueur automobile qui s'appelait Zenius, justement, qui faisait cette expérience. Et ils ont trouvé un certain nombre de familles dans la métropole de Nantes, certains qui habitaient au centre, d'autres en périphérie, avec 3 enfants parfois, etc. Et ils ont demandé à un des 2 adultes de la famille de vivre plusieurs mois sans utiliser la bagnole. Donc ça, c'était un élément quand même très important. Ces gens-là, par contre, ils avaient gratuitement accès à tout ce qui existait dans le territoire. Et le week-end, ils avaient le droit de louer une voiture, s'ils voulaient aller à la mer ou ce genre de choses. L'idée, c'était de travailler sur le changement de comportement. Eh bien,
ces gens-là écrivaient toutes les semaines sur un blog ce qu'ils vivaient. Il y a aussi eu des entretiens faits par des sociologues, etc. C'était toute une étude. Ça prend 3 semaines. Ça prend 3 semaines avant que le vocabulaire utilisé par les gens sur la bagnole, autour de la liberté, j'ai perdu ma liberté, mon indépendance, qu'est-ce que c'est compliqué, parce qu'ils sont en apprentissage. Ils sont en apprentissage, ils apprennent aussi les aléas, comment y faire face, etc. Ça prend 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, là, on voit le changement. Et là, tout à coup, c'est mais qu'est-ce que c'est bien, j'ai de nouveau fait 1 heure de vélo aujourd'hui. Oh, pas de galère pour me stationner, trop bien. On voit vraiment, donc c'est en moyenne 3 semaines. Ça, c'est un élément important. Si vous avez des gens qui toute l'année ne sont pas dans ces pratiques-là et que vous attendez d'eux que l'été, ils le fassent, alors soit vous vous dites j'ai une opportunité parce qu'ils viennent 3 semaines et je vais les accompagner, mais il va falloir sacrément les prendre par la main pour les accompagner, leur donner toujours une assurance qu'en cas de pépin, il y aura une solution, que vous prenez ça en charge, etc. Soit ça va être très compliqué. Pour moi, il faut regarder là où il y a des marges de manœuvre. Le secteur du tourisme, en plus, il y a plein d'acteurs. C'est vraiment quelque chose qui caractérise ce secteur. Il y a une pluralité d'acteurs, énormément d'offres. À l'échelle de chacun, de chaque entrepreneur, c'est super difficile de se dire allez, moi j'y vais, je porte ça, je prends mon sac, j'y vais. C'est très compliqué. C'est sur le collectif, pour moi, qu'il y a quelque chose qui se joue. C'est sur ce que vous allez mettre en œuvre collectivement. Être dans une logique de réduction, aujourd'hui, du carbone, ça ne suffira pas. Ça ne remettra pas une vie sûre sur Terre. La limite, elle est dépassée. Si on veut repasser en dessous de cette limite, la compensation fera qu'on restera là où on en est aujourd'hui, on aura dépassé. Si on veut repasser en dessous, il faut générer des impacts positifs. Réduire, ça ne suffit pas. Compenser, ça ne suffit pas. C'est des impacts positifs qu'il faut générer. Pour réussir à... ça va prendre du temps, hein, parce que c'est des cycles qui sont très très longs. Hein, ça ne va pas revenir en 10 ans, si tant est que ça puisse revenir. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'on essaye ça. Il faut qu'on arrive à accélérer aujourd'hui la régénération des écosystèmes naturels. C'est là-dessus, aujourd'hui, que vous avez une carte à jouer. C'est un élément super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, on peut chercher à réduire, mais on peut aussi commencer collectivement à se mettre dans des démarches qui vont viser à régénérer le territoire à une échelle locale. Donc, à trouver des pratiques d'hydrologie régénérative, de paysagisme régénératif, tout ce qui va permettre, par exemple, rien que sur l'eau, aujourd'hui, toutes les constructions ont été faites pour que l'eau aille le plus vite possible à la mer. Et ben, l'idée maintenant, c'est de réussir à ralentir tout ça. Et on peut s'appuyer sur la nature. Il y a des ingénieurs aujourd'hui qui connaissent ça, qui savent travailler là-dessus. Et donc l'idée, c'est comment vous arrivez à mettre en place, pour moi, hein, c'est ça l'enjeu du tourisme aujourd'hui, à mettre en place collectivement une stratégie où localement, vous allez avoir des impacts positifs. Et c'est quand on sera sur des stratégies de cet ordre-là qu'on commencera à aller dans le bon sens, à mes yeux, par rapport à... Alors, on peut prendre l'exemple du Costa Rica. Le Costa Rica, ils avaient divisé par 2 leur surface de forêt. Et en 1995, ils ont ouvert les yeux, 1995, donc ça remonte un peu maintenant. Et là, ils ont dit, bon, ok, ça va pas, on ne peut pas continuer comme ça, sur cette artificialisation, etc. Donc, ils ont fait une loi en 1995 et ils ont instauré ce qu'on appelle des paiements pour services environnementaux. Autrement dit, tous les propriétaires privés, vous pouvez être une entreprise, vous pouvez être propriétaire d'une forêt à titre privé, ça peut être une collectivité, etc., étaient payés, recevaient des incitatifs s'ils avaient des actions qui étaient évaluées, bien évidemment, hein, toutes les actions n'étaient pas validées, mais pour la biodiversité et pour le maintien des sources, par exemple. Et bien ça a eu des effets très très forts. Ils ont vraiment réaugmenté la surface de forêt, ils ont aujourd'hui une biodiversité énorme, et ils ont aujourd'hui un label pour les acteurs du tourisme qui est très fort autour de ça. Et là, on a voilà, une destination tourisme durable avec même des touristes qui viennent pour participer à des programmes de préservation l'été et ils vont aider les tortues, etc., etc. Mais pour moi, c'est cette dynamique-là. Il faut penser, il faut réussir à rentrer dans une stratégie écosystémique. Et c'est pour ça que la réduction, voilà, elle est importante, elle est nécessaire. Il faut qu'on arrive à réduire au seuil le plus incompressible qu'on puisse. Mais elle ne sera jamais suffisante par rapport à l'ampleur des enjeux qu'on a aujourd'hui à Alors on voit bien que là, on dépasse un peu les habits de la promotion touristique, hein, même si, évidemment, il faut pouvoir rentrer dans des stratégies de territoire qui vont intégrer tout ça. Ça me paraît... c'est extrêmement intéressant ce que tu racontes, Julie, hein, parce qu'effectivement, il ne faut pas penser qu'il faut juste diminuer, il faut passer à l'étape d'après. Donc on revient sur cette courbe et on agit pour construire un futur qui est un peu différent, et en tout cas avec des modèles un peu différents. Moi, je voudrais revenir quand même sur la question du client, parce que tu as évoqué cette question du client, c'est compliqué de le faire changer, etc.
Et j'ai bien aimé, Virginie, la petite conversation qu'on avait eue où tu m'as dit, dans le fond, le client, il est aussi soumis à des injonctions paradoxales. Il n'y a pas que les professionnels qui sont soumis à ces injonctions paradoxales, il y a aussi le client. Parce qu'il connaît les enjeux, il est sans arrêt stimulé par les médias sur ces risques. Et donc, dans son comportement, il a envie sans doute d'avoir des vacances un peu plus éco-responsables, même si ce n'est pas forcément glamour et qu'il ne connaît pas exactement ce qu'on va lui proposer. Mais il y a aussi la nécessité de proposer des offres attractives, parce que ça va répondre et ça va permettre de résoudre aussi ces injonctions paradoxales que peuvent porter le client. Et là, je vais laisser la parole peut-être à Virginie, parce que ça me paraît important, ce sujet-là. Je vais rebondir dessus, puisque je ne me souviens même plus de ce que j'ai pu te dire au téléphone, mais de fait, et j'étais en train de noter des choses qui correspondent à ça, et je vais rebondir, oui, par rapport à plusieurs choses. Il faut arriver à 2 tonnes, on l'a dit. On est en moyenne en France pas loin de 10 tonnes, alors selon les individus, mais enfin bon. Et il faut arriver à 2 tonnes. Et quand on travaille sur ces sujets-là en permanence, ce qui est mon cas, je vous jure qu'on est pressé d'y arriver et de vérifier que c'est possible. Vérifier que c'est possible. Parce que est-ce que finalement on est capable aujourd'hui, compte tenu de nos habitudes, de nos systèmes d'éducation, de nos modes de vie, de la société telle qu'elle est qu'il est possible en France de vivre en émettant que 2 tonnes? Je ne suis pas certaine. Mais on en est très très loin. Alors du coup, ce que j'ai imposé, non, on va pas dire j'ai invité mes enfants, non, j'ai imposé à mes enfants un certain nombre de choses en leur expliquant que c'était important pour eux, notamment de réduire notre empreinte carbone. Ils sont jeunes encore, 10, 12 et 16 ans. Donc à un âge où on est encore très très séduit par tout ce qui ressemble à de la consommation d'objets en particulier, etc. Et alors je vais partager avec vous l'expérience, parce que c'est vraiment comment est-ce que moi je faisais partie de ces gens qui prenaient l'avion comme le bus pendant très très longtemps. J'ai une passion, c'est le voyage. Et j'ai travaillé très longtemps pour Médecins sans frontières. Inutile de vous dire que du CO2, j'en ai émis pour quelques personnes. Mon empreinte, malheureusement, elle est absolument gigantesque. D'où cette motivation aujourd'hui de voir comment est-ce qu'on se transforme, comment est-ce qu'on fait le deuil. Est-ce que c'est possible de faire le deuil quand on est... Alors d'abord, je suis devenue végétarienne. J'étais ce qu'on appelle une viandarde. J'adore la viande grillée, etc. Je suis devenue végétarienne. J'ai déménagé en centre-ville, on habitait à la campagne, en centre-ville pour des questions de mobilité. Je n'ai plus de voiture et je suis donc à Nantes sans voiture. Donc moi j'ai fait l'expérience sans savoir que... et à partir de là, j'ai aussi, on n'est que sur les vêtements de deuxième main. Je sais que je suis loin de la promotion touristique, mais c'est pour vous dire qu'avec tout ça, j'ai cessé d'offrir des objets pour les anniversaires de mes enfants, etc. Avec tout ça, je suis à 5,5 tonnes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'effort qu'on doit consentir, il est bien au-delà de juste une petite réduction ici ou là, mais bien au-delà. Et les enjeux, ce n'est pas dans 50 ans. Les enjeux, c'est 1 degré de plus que maintenant, d'ici 20 ans. 1 degré de plus, en sachant que à quelques dixièmes de degré après, c'est les canicules, c'est les inondations, c'est ce qu'on a vécu l'été dernier. Et bien ça, c'est appelé à s'amplifier énormément avec 1 degré de plus. Donc c'est pour ça que je redonne la mesure, mais ce n'est pas le gobelet en carton qui va changer la donne, quoi. On n'est plus là du tout, du tout. Et donc, il faut s'interroger. Effectivement, il faut réinventer les choses. Il ne faut pas les ajuster. J'aime bien l'idée il faut inventer des nouvelles formules touristiques. Il faut pour que ça soit attractif, et il faut pouvoir avoir accès à des lieux de vacances sans voiture. Et ben, en France, je vous promets que sans voiture, moi j'ai essayé, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible aujourd'hui d'aller passer des vacances et de faire différentes activités dès lors qu'on sort des grosses agglomérations sans voiture. Donc là, il y a un premier sujet, comme on dit. Et puis après, je réfléchissais, toujours à l'expérience personnelle, il y a des tas de trous, il y a plein de choses à inventer. Les grands-parents qui gardent leurs enfants. Aujourd'hui, des personnes qui sont un peu âgées, qui ont des plus jeunes, eh ben, si elles n'ont pas de résidence secondaire, aujourd'hui, il y a très peu d'offres pour ces gens-là, parce que c'est fatigant, etc. Là, il y a un marché pour étendre le marché, s'adresser penser aux familles recomposées, etc. Il faut
il y a un champ d'inventivité absolument immense, je pense, qui permettrait de concilier les différentes contraintes. Voilà, mais je voulais juste redonner la mesure parce que ça me paraît important malgré tout par rapport au transport. D'où le tourisme régénératif, qui permet aussi d'aborder les choses collectivement de manière... en rentrant dans une autre façon de voir l'avenir. Juste un petit mot là-dessus, par rapport rattaché à la promotion touristique. Moi, je suis amenée un peu à évangéliser ce terme de tourisme régénératif. Je ne suis pas spécialiste de l'économie régénérative, mais je travaille avec des économistes qui le sont. On a la chance quand même ici d'avoir un centre de recherche sur le sujet à Mouansartou. On a monté des projets de recherche sur le pôle métropolitain Cap-Azur. Mais en tout cas, quand j'ai développer cette notion de tourisme régénératif, mais qui suppose de s'intéresser au paysagisme, à l'hydrologie, etc. Sinon, on ne peut pas devenir régénératif. On est obligé de se raccrocher aux écosystèmes naturels. Aux écosystèmes sociaux, vous l'avez rappelé, il y a déjà des belles choses, mais on est obligé. Ce qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte comment les destinations touristiques s'en emparent, en fait. Moi, j'en ai parlé en septembre dernier à Dunkerque. J'étais invitée par ADN Tourisme. J'ai eu 7 demandes d'intervention derrière sur le sujet. 7 dans des territoires concrets. Et il y a, je peux vous le dire, déjà des projets concrets pour passer en tourisme régénératif dans certains territoires là, sur le tourisme. Parce qu'ils y voient aussi, en termes de promotion touristique, une carte à jouer en se disant si je deviens le premier territoire tourisme régénératif, en fait, ça va être un facteur d'attractivité énorme. Et si je peux me dire, tiens, le touriste, quand il vient chez moi, en fait, il contribue à régénérer le territoire, voilà, d'une certaine manière, on résout cette problématique de l'injonction paradoxale, effectivement aussi pour le touriste, parce que les individus, pour moi, je m'insurge contre ceux qui culpabilisent les individus qui font ci ou qui font ça. En fait, aujourd'hui, pourquoi on est dans des injonctions paradoxales ? Parce qu'on est dans le changement. On passe d'un système de normes à un autre système de normes. On passe des pubs qui n'existent encore, mais j'espère que ça va bientôt s'arrêter. Vous avez la belle bagnole, le mec qui a la belle bagnole, et du coup, il y a la belle blonde qui va avec, etc. En gros, si tu as une belle bagnole, tu as réussi, et puis en plus, tu auras une belle femme, etc. Et des belles vacances. Et tu iras à Bali pour tes vacances. Voilà. Ça marche comme ça dans l'imaginaire des pubs, à des pubs maintenant au boulot à vélo. Et en fait, on est en train de changer, de passer d'un système de normes à l'autre, et donc forcément, on est humain, quoi. Donc de temps en temps, on est dans un système, de temps en temps, on est dans l'autre, et on se cherche, et on est tous là-dedans, y compris le touriste, effectivement. Alors, je vais peut-être passer la parole à Loïc et puis à Jean pour... je vais terminer justement un petit peu le cycle du voyageur là, que j'ai commencé tout à l'heure, parce que dans toutes les actions, il y en a bien sûr beaucoup d'autres, il n'y a pas que la promotion, il y a aussi quand le touriste est ici. Donc l'idée, c'est d'agir là aussi sur les visiteurs dans l'espace, et pas que dans le temps. Donc dans l'espace là-dessus, il y a eu une première innovation de régulation des flux dans les pics de fréquentation avec l'application Waze. Il y a aussi aujourd'hui tout un système d'accompagnement lié aux médias pour leur expliquer justement qu'on peut écrire sur une destination, on peut donner envie de consommer une destination différemment à un autre moment. Donc ça, ce sont des workshops, et l'éducation des médias est extrêmement importante sur ce sujet-là. Alors je sais que même avec tous vos efforts, si vous êtes toujours à 5 tonnes, c'est pas ça qui changera encore plus les choses, mais ça commence, c'est une somme. Dans la somme des choses à faire et que l'on poursuit de notre côté, c'est bien sûr le changement de l'offre. Le changement de l'offre, il est lié là beaucoup grâce aux aides d'une institution, donc ça peut être les aides de l'État, ça peut être les aides des villes, mais nous en l'occurrence les aides de la région. Aujourd'hui il y a un plan, le budget de la région pour la Côte d'Azur a été voté il y a 2 mois, c'est un budget qui est 100% vert, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une aide de la région qui sera accordée à un projet de développement qui n'a pas pris en considération la partie environnementale. Et bien sûr, l'offre touristique est clairement ciblée dedans. Donc il y avait une belle vidéo là, mais on n'a pas le temps de la passer, justement avec un professionnel qui a été accompagné pour diviser quasiment par 2 l'impact CO2 de son hébergement, et tout ça avec un très gros financement de la région. Donc on peut influencer là-dessus aussi, faire diminuer une nouvelle fois la part sur l'hébergement. Et puis, il y avait la partie, vous en avez parlé aussi, de la sensibilisation des publics. Et si on parle de régénération, c'est aussi commencer à parler d'un comportement qui doit changer de nos visiteurs. Et je dis visiteurs cette fois-ci, parce qu'un des exemples
que l'on a eu après la Covid, c'est de voir l'engouement qu'il y a eu vers les espaces naturels et l'alarme qui a été sonnée par l'ensemble de nos parcs naturels. On a 60% de notre territoire qui est protégé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on ne le sait pas forcément, mais il est protégé parce qu'on a des gardiens. On a des chefs de parc qui nous disent attention, là, la clientèle urbaine qui vient chez nous sans en avoir les codes, ok, ils sont pas malveillants, mais ils n'ont pas les codes. Donc mettre la musique à fond dans les montagnes ou donner à manger aux marmottes, c'est pas possible. Donc il faut les aider. Donc là, on agit aussi en sensibilisant les publics sur les bons comportements à adopter. C'est un point qui est extrêmement important. Et après, le dernier point que je n'ai pas forcément à illustrer, mais c'est bien sûr la régulation. On a ouvert un peu cette séquence avec l'exemple du parc des Calanques notamment. Bon, le parc des Calanques, 80% des visiteurs des parcs des Calanques, ce sont des Marseillais, ce ne sont pas des touristes, donc il y a déjà eu un premier amalgame. Mais aujourd'hui, depuis que c'est régulé, eh bien, l'objectif de la régulation, c'est justement que la nature se régénère. Mais pour ça, il faut qu'on connaisse des quotas, qu'on sache jusqu'où on peut aller. Et c'est là-dessus où nous sommes encore pauvres. Si on a encore un gros levier à utiliser, c'est la partie étude systémique, mais aussi extrêmement précise, de qu'est-ce qu'on doit faire, jusqu'où on peut aller, pour que la nature puisse se régénérer derrière le passage du visiteur, et éventuellement aussi du touriste, évidemment. Il y a une belle initiative d'ailleurs de notre collègue de Nouvelle-Aquitaine, là-dessus, sur une étude commune, sur un impact très précis, qu'on va essayer de prendre dans le groupe des CRT. Je voudrais, alors on va être obligé de clôturer cette table ronde. On avait préparé plein d'autres sujets collectivement qui resteront peut-être pour une autre fois. Mais néanmoins, je pense qu'on a soulevé beaucoup de questions. On voit bien qu'on ne peut plus faire de la promotion comme on la faisait avant. Et on ne reviendra pas en arrière sur ces sujets parce qu'il y a une vraie prise de conscience quand même des organismes, des régions, etc., et des CRT. C'est un très gros changement, compliqué, hein, mais en même temps, il faut se réinventer. C'est aussi peut-être des plages de créativité, mais garder une attitude positive sans laquelle on ne peut pas agir, et puis montrer aussi positivement ce qui peut être agréable dans le futur. Changer le regard, et ça, vous avez la possibilité quand même de changer le regard des gens sur un certain nombre de codes sociaux. L'importance donc de valoriser des expériences vertueuses pour répondre aux injonctions paradoxales qui touchent aussi les clients. Aborder aussi cette question du transport, hein, qui évidemment nous paraissent très loin, mais Jean l'a rappelé, hein, sur le site internet, comment venir, on ne met pas au début l'autoroute. Peut-être avant de clôturer cette table ronde, j'aimerais prendre des questions si vous en avez, ou des témoignages. Je suis désolée, on n'a pas fait beaucoup ce petit échange parce que c'était très long et il y a beaucoup de choses intéressantes. Oui. Bonjour à tous, je suis Amandine Lecoq-Humel, je suis consultante en tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Merci de l'avoir cité. Je travaille activement avec Aurélie Loub, la directrice, et puis la nouvelle présidente. J'habite La Rochelle et je voudrais vous interpeller, sinon poser une question sur deux sujets extrêmement pragmatiques liés à la promotion touristique et ce lien entre tourisme et vertu et responsabilisation à la fois des professionnels et des clients. La première, c'est que les hébergeurs aujourd'hui qui s'installent en meublé touristique, par exemple, pour obtenir le classement, c'est-à-dire juste avoir le bon nombre d'étoiles, il faut se climatiser, il faut avoir Netflix ou une télévision pour que les gens restent chez soi et ne sortent pas de l'hébergement. Et il faut un jacuzzi et une piscine, et c'est ça qui permet de nous ranker mieux sur les sites des offices ou sur les algorithmes d'Airbnb. Ce classement et les critères de sélection, il me semble que ce sont les institutions touristiques qui peuvent agir dessus et faire évoluer l'offre et qui obligeront les professionnels à s'adapter à ça. Et du coup, éduquer aussi les gens qui recherchent ces logements à choisir en vertu et en connaissance de cause. La deuxième chose, c'est sur les observatoires du tourisme. Vous avez des outils extrêmement puissants au CDT, mais aussi dans les offices et les CDT, et les CRT, donc les deux, sur toutes les données, les datas à brasser et à comprendre, comme vous l'avez souvent dit et interpellé sur la question, pour faire évoluer aussi les mentalités sur le sujet. Alors pardon si je pose une petite question qui pique, mais je me suis amusée pendant votre discours à regarder les observatoires de l'Occitanie et de la Côte d'Azur, et je vois sur la première page, je ne me cache pas que j'ai pas eu le temps de lire l'intégralité des rapports, qu'on se targue d'être première destination en volume de touristes internationaux,
que les taux d'occupation ou les Vous taux avez de raison. réservation d'hébergement sont extrêmement élevés par rapport à l'année dernière, etc., vous avez à la fois les outils, à la fois la connaissance et les moyens de récupérer énormément de données comme l'indice écologique dont vous parliez à l'instant, qui est en cours d'élaboration, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Mais est-ce que ce sont des choses que vous avez déjà peut-être instigées, ou en tout cas vous travaillez dessus actuellement? Parce que je vous avoue que je pose la question naïvement. Mais en tout cas, on ne fera pas de design de service, qui est mon métier, pour réagir sur l'intégralité de l'écosystème en prenant en considération ces données sociales, écologiques et économiques, si on n'a pas des données qui sont promues et communiquées par vos institutions et qui permettent de porter ces messages. Pardon, Ça faisait partie des petites séquences qu'on avait prévues. Et en effet, la question de l'observation est une vraie question. À partir du moment où on change de paradigme, il faut aussi changer d'observatoire et de boussole et de thermomètre. Donc ça veut dire qu'il faut se doter demain d'un certain nombre de nouveaux critères qui vont permettre de piloter le tourisme différemment, avec la dimension environnementale et aussi la dimension sociale. Ça veut dire qu'il faut aussi aller interroger les habitants. On est bien d'accord là-dessus. Et je pense que c'est des choses qui sont en préparation quelque part. Sur la première question, c'est effectivement Atout France qui accorde les classements, notamment en termes d'étoiles. Et alors, j'ai plus le détail en tête, mais je sais que sur les nouveaux classements depuis la sortie de Covid, il y a une partie environnementale qui en fait partie. Mais j'ai pas le détail. Est-ce qu'il faut jacuzzi, pas jacuzzi? Ce qui est sûr, c'est qu'un moi, je me suis fait classer il y a 3 semaines et c'est pas le cas. D'accord. Ensuite, sur la partie observation, vous avez complètement raison, et on a un peu de retard là-dessus, mais le retard, il est pardon pour l'excuse, mais il est pas mal lié à la Covid. Quand on a quand même été séché par la Covid, hein, c'était il y a 3 ans, hein, et pendant 2 ans, on a énormément observé pour voir les reprises, et tout ce temps passé, on l'a pas passé à mieux observer, à mieux comprendre l'impact environnemental. Aujourd'hui, en tout cas, il y a des initiatives qui sont prises. Dans le cadre de la commission observation d'ADN Tourisme, qui est la fédération de tous les CRT, des OT et des offices de tourisme en France. Donc il y a une commission qui est dédiée à ça, pour créer des indicateurs, sachant que créer des indicateurs, c'est pour pouvoir agir demain dessus. Et donc l'idée, et c'est le combat qu'on mène notamment au sein d'ADN, c'est pas de recréer des choses qui ont déjà été créées par ailleurs. Comment est-ce qu'on va pouvoir se comparer avec d'autres destinations demain? Quelles sont les normes au niveau européen? Quelles sont les normes au niveau de l'OMC? Quelles sont les normes au niveau de l'OMT? Que fait Atout France? Que fait le ministère de la Transition écologique? Que fait le ministère du Tourisme? Donc l'idée, c'est vraiment, en ce moment, on est dans une grande concertation entre tous ces acteurs pour justement déterminer quels angles on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit observer pour mieux piloter nos stratégies et avoir des résultats concrets. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on sait dire la clientèle internationale augmente ou baisse, tel pays augmente ou baisse, mais ce n'est pas lié forcément à une empreinte carbone et à une économie. Donc l'idée de l'indicateur environnemental, c'est de pouvoir juger la part, le poids dans le coût carbone par rapport au poids économique qui est à côté. Donc c'est en cours. Voilà, je pense que Nouvelle-Aquitaine va beaucoup nous aider puisque vous avez été précurseur dessus, donc je le répète, et donc il est probable déjà qu'on enquille sur le suivi de votre étude au sein de toutes les autres régions, qui nous permettra déjà d'avoir une bonne base commune et comparable. Je voudrais juste rebondir très très rapidement puisque vous êtes de la région de Nouvelle-Aquitaine, et en Nouvelle-Aquitaine, il y a un organisme qui s'appelle Acclimatera, qui est l'équivalent du GIEC, mais à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Tout ça pour dire où il y a une vraie réflexion sur les stratégies territoriales, etc., y compris touristiques. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas oublier la science là-dedans. C'est-à-dire que ça serait dans la décision politique, dans l'orientation, dans la stratégie, mesurer les données, elles existent. Après, il faut savoir les interpréter, il faut savoir les analyser. Et ça, il y a des scientifiques qui sont disponibles à l'échelle il y a un grec à l'échelle de votre région. Il y a aussi en Occitanie, son nom m'échappe, mais et donc revenir aussi, réintroduire les scientifiques dans cette réflexion-là, y compris pour mesurer les impacts. Ça me paraît extrêmement important. Il faut qu'ils aient les mêmes méthodologies entre eux, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. C'est toute la difficulté de l'observation. Je vais juste vous répondre sur l'observatoire. Vous avez 10 000 fois raison. C'est-à-dire qu'on est formaté et acculturé au ranking. Et je ne sais pas si vous avez vu dans les schémas, moi je me suis battu avec mes collègues de la région pour qu'on n'écrive pas qu'on voulait être la première destination de tourisme durable. Je ne sais pas d'ailleurs comment on peut se prévaloir et se targuer d'être les premiers en tourisme durable. Je ne sais pas, comment ça se mesure, sur quels critères. Donc la notion de ranking, elle est comme ça, elle est méga importante. Donc comme tout le monde le fait, on se dit qu'on est obligé de le faire.
Moi, je vais dire les choses assez librement. On fait de l'observation, mais pas d'analyse. Finalement, on n'analyse pas ce que nous avons sous la main pour dire, voilà, il y a des choses qui ont changé et voilà réellement ce qui a changé. Moi, je rêve de formation, je rêve de faire un atlas du tourisme. Donc, chaque année, je me coltine le memento que fait la DGE. En 15 ans, rien n'a changé. Et je vais vous dire, un point qui est quand même assez hallucinant, c'est-à-dire que la notion d'offre, c'est-à-dire que comment on peut mesurer quelque chose sans commencer par l'offre. Donc la disponibilité de ce qu'on est capable de mettre en vente. C'est comme si Peugeot disait, voilà, moi je donne comme seul indicateur mon chiffre d'affaires, mais je ne dis pas le nombre de bagnoles que je construis. Non, je suis d'accord. Ça ne sert à rien. Je suis d'accord, mais là on parlait vraiment de promotion touristique. Les informations que vous avez données sur le circuit ferroviaire et le tourisme ferroviaire ne font pas partie des 4 points majeurs indiqués sur l'Observatoire, par exemple. Alors que les 4 points majeurs sont repris par tous les médias qui ne font pas forcément leur boulot de fond. Mais je vais vous répondre. Vraiment sur la promotion, je ne voulais pas sortir des moi je vais vous répondre parce que moi, il y a des tas de chiffres que je voudrais mettre, notamment l'évolution du nombre de vols low cost. Sauf que, on en parlait à midi, moi je dénonce depuis des années, depuis 20 ans que je suis dans le monde institutionnel, je dénonce cette organisation touristique qui se veut institutionnelle et pas professionnelle. C'est-à-dire qu'on est financé par l'argent public, ce qui est une hérésie totale. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, les 2 plus gros bénéficiaires des comités touristiques, c'est Vinci Autoroute et c'est Total. Ils payent 0. Donc, ça va continuer en comptant. Moi, je vous le dis, mais sans faire le procès de qui que ce soit, dans la région où on construit la moitié des avions du monde, je ne peux pas écrire dans un rapport d'analyse que nous avons trop d'aéroports, trop de lignes low cost, et que la ligne Toulouse-Barcelone, elle n'a aucun sens. Voilà, la réalité, c'est ça. Et avec tout le courage que je peux avoir, et la grande gueule que je peux avoir, parce que je ne me prive pas en général, c'est vachement difficile de pouvoir écrire ça. Ça veut dire qu'on est dans un système qui est fermé, qui est biaisé, qui fait qu'un certain nombre de vérités touristiques, un certain nombre d'observations et d'analyses touristiques qui voudraient qu'on mesure, par exemple, on sache quel est le poids en consommation de gaz à effet de serre d'une clientèle lointaine, d'une clientèle européenne. Les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, j'ai demandé à un observatoire, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je lui demande de me donner d'un côté des pays, pour les marchés européens et le marché étranger, et de l'autre côté des départements. Voilà. Et le chiffre qui consiste à dire, c'est la Haute-Garonne, le premier fournisseur, la destination qui produit le plus de nuitées touristiques, on le passe en conseil d'administration, je sais ce qui va se passer. Les 13 présidents d'ADT vont me tomber dessus en disant, c'est pas ton problème, toi ton problème c'est de faire venir le même nombre d'Américains que ton collègue de PACA est capable de faire venir. C'est ça la réalité. Alors que le patron de Crown Plaza, il ne me dira pas la même chose, mais lui on ne l'écoutera pas. Non, je suis complètement d'accord. Il y a un vrai problème d'alignement entre les volontés des élus et les volontés des techniciens et des sociopros qui vivent du tourisme, et encore plus celui des clients. D'où l'intérêt effectivement d'en faire la promotion, mais des techniques de design de service pour vraiment arriver à mettre tout le monde au diapason et avancer là-dessus. Ouais. Merci en tout cas. Merci. On va devoir s'arrêter, mais s'il y avait encore une question... Merci à vous.